Yeah. Bonjour. Belle joie. Bonjour. Salut. C'est l'heure du cul. C'est l'heure du cul. Voilà. C'est vrai que... J'ai fait un très joli tatouage éphémère avec marqué retour vers le passing et le symbole de Kolyoko. Les gens qui ont regardé le segment d'avant Ouais, sauront. c'est ça. Voilà. Pas moi par exemple. J'ai aucune idée de ce qui se passe. Le jeu de mots aussi, c'est incroyable. Vous entendez pas mal vous marrer. Catastrophique. Ouais, On dit que vous aviez l'air de bien vous fendre la poire. ouais. Alors, on se l'est fendu. Hein. La poire a été La fendue. poire. Très bien. C'était pas terrible. Vous fendre la poire. Enfin, bon, la poire. Bonjour. Alors, c'est le segment sexo. Je suis censée animer. Je suis dans un état médiocre. Ouais, ça à 4 heures. Il faut présenter des gens ou ça va? Genre les gens qui sont là, ils... Je pense que de Tout le toute monde a déjà façon, parlé. là, les gens, si on leur dit qui on est et qu'ils savent pas déjà, ils vont oublier dans la seconde. donc. C'est vrai. On C'est-à-dire peut- qu'ils l'ont probablement déjà entendu 3 fois, donc ceux qui savent pas, c'est ceux qui savent pas retenir. Faire de toute un façon. mini tour de table au pire. Elian, Clémity, Pizza, Ufi, Alistair, Aline, Guy, Calvin. Oh, Meilleur animateur de la nuit, Dab. Eh bien... Alors, pour remettre un tout petit peu de cadre dans cette discussion... Pour remettre un peu de cadre dans cette discussion, au tout début, quand on avait proposé le segment sexo avec les organisatrices, on avait eu envie de parler un peu de genre Avec les Et organes. pan de la sexualité dont on parle pas trop, mais plus orienté queer, c'est-à-dire que oui, il y a toute l'histoire genre du plaisir féminin, entre guillemets, du clito et tout, mais genre c'est un truc qui est souvent orienté hétéro un peu, et genre, du coup on s'est dit qu'il y avait sûrement des parties du cul queer dont on parle moins que d'autres parties du cul queer. Je sais que toi t'avais évoqué le fait que genre on parle quasiment jamais de la sexualité des meufs trans, et genre c'est un peu... Enfin voilà, si vous avez J'ai envie dit d'un ça. truc ou pas. T'as dit ça un jour, peut-être t'as pas du tout envie d'en parler, moi je m'en Non, fous, non, hein. non, Je fais juste un état des lieux. non. Et moi j'avais aussi proposé de parler de toutes les pratiques qui sont pas pénétratives. Parce que même si on parle vachement de fait que c'est genre pas un pénis dans un vagin, bah genre il y a quand même encore plein de trucs qui sont pénétratifs et aussi genre du sexe qui a pas forcément comme objectif l'orgasme, enfin je sais pas, genre plein de trucs comme ça dont j'ai l'impression de parler moins. Je lance des trucs, si vous avez envie de parler de n'importe quoi d'autre, faites ce que vous voulez en fait. Il est 4h30 du mat, donc Démerdez-vous. vraiment j'ai pas grand chose à foutre. Ouais. honnêtement. J'ai envie de parler du fait que la technique doit baisser le compteur de pub. Voilà. Je précise que ce n'est pas de ma faute, c'est le compteur de pub qui bouge. Donc c'est pas moi qui ai mal paramétré l'OBS, hein, c'est que cette saloperie bouge. C'est terrible. Je sais pas pourquoi. Beaucoup de drame Voilà. aujourd'hui. Moi je suis très dramé là. Tu me dis si ça te dérange que mon genou soit sur ta cuisse. Ça va. D'accord. Ça ira. Écoute, là, avec le sujet, peut-être ça va changer, mais on Ouh, sait pas. ouais. J'ai Le- mis mon genou Peut-être sur je vais ta enlever ma cuisse. cuisse, peut-être je vais Cette arrêter ma main. nouvelle pratique sexuelle, tu vois, genre, se poser les genoux sur les cuisses. C'est donc comme ça que les lesbiennes baisent. Et oui, depuis le début, on se demandait, tu vois. Le consentement, Je t'ai touché la cuisse. c'est important. Oh, c'est mes zones Après, érogènes t'as les plus aussi intenses. Kneeing. Ning. C'est Mais une alors technique il y a qui pas vient de aux États-Unis. frottement, hein, ça se pose juste. Non mais je sais pas si vous avez vu cette vidéo qui avait un peu tourné il y a très très longtemps avec quelqu'un qui caressait les genoux de quelqu'un d'autre et la personne qui gémissait et qui parlait de et qui Il y a des genre, extraits de ceci n'est moi, pas ou- comment les lesbiennes font l'amour. Il y a des gens qui jouissent par plein de parties du corps. C'est magnifique. Ah, moi, j'ai Enfin, assisté à des choses incroyables. Hein. vraiment. Genre vraiment, caresser là en boucle, orgasme. Ouais, C'était fou. ça Ah, m'étonne pas. je suis sûre. Ouais, ouais. Je suis pas tout à fait d'accord pour la partie le corps c'est formidable mais Alors, dépend. Le corps, c'est personnellement, fascinant. le mien, bof. Genre, voilà, peut mieux faire. 4 sur 20. j'avais un prof de sport qui avait mis une annotation de fois, c'était fais ce qu'elle peut, mais elle peut peu. Genre, C'est joliment formulé. c'est méchant. Mais c'est vraiment ça en fait. C'est C'est hyper vrai, ils méchant. font ce qu'ils peuvent, mais grave peu méchant. de potentiel, tu vois. Genre, C'est hyper méchant. Ah, Comme on c'est hyper sait. mal tourné, genre elle peut peu. bah, Genre, genre c'est bien pour le jeu de Ça mots, sonne- mais en vrai, ça tu sonne passes à un enfant, tu vois. Genre, ça on se sait fait que pas. tu fais de ton mieux mais c'est pas ouf. C'est pas ouf, c'est ça. Et pour revenir sur la sexualité, moi On a déjà digressé. je recentre, je Je sais. recentre. Recentre. Vas-y. Et Regarde toutes moi, ces je reçois compétences pour ce moment. énormément de messages et j'ai quand même pas mal de gens LGBT+ qui me regardent sur ma chaîne et moi je suis pas. Alors du coup
et ben je sais pas forcément quoi répondre et c'est compliqué. Mais du coup, les gens des fois ils me posent des questions, après je leur dis je sais pas et ils me donnent des réponses eux-mêmes. Donc après je vais les redire aux autres gens. C'est ça qui est magique avec la communauté. Mais par exemple, on parlait des femmes trans. Du coup, j'ai des gens qui sont vraiment venus me poser la question parce que c'est des gens qui voulaient utiliser des sextoys qui étaient brandés femmes, brandés vagin, etc. Et qui trouvaient des techniques en fait. Et j'ai trouvé ça super cool. Et c'est des gens qui arrivent à prendre leur pied avec des sextoys qui sont à la base faits pour des vulves. Mais pour autant, par exemple, je sais que c'est comment ça s'appelle ? J'ai un trou de mémoire sur le terme. Le fait de cacher un pénis. Tucking. En faisant du tucking, tu peux utiliser un vibro par-dessus une culotte, des sous-vêtements, et du coup avoir des sensations qui se rapprochent de la masturbation clitoridienne, un truc comme ça. J'ai trouvé ça super malin. Les trans sont futés. L'ingéniosité. Do it Super. yourself aujourd'hui, la masturbation. Il y avait 3 paires d'oreilles qui étaient genre oui. Alors, pas les miennes, parce qu'il se trouve que je suis une meuf trans avec une dysphorie génitale inexistante. Et que par conséquent, je suis désolé les copines, mais je me fais moins chier. Pas dans le sens, je dis que votre sexualité est chiante, je veux dire, je me complexifie moins la tâche. Afin instinctivement, instinctivement, mais c'est vrai que ça rentre vraiment en jeu. Ça fait 1 an, ça fait 1 an et 3 mois que je suis sous traitement hormonal. Donc j'ai eu des changements, notamment au niveau génital. Et tout a changé. Et en fait, maintenant, je ne sais plus me masturber. Je peux plus me procurer de plaisir, en tout cas jusqu'à l'orgasme. Et c'est devenu un vrai problème pour moi. Ça va. Je dis ça elle ne sait plus se masturber. Je dis ça comme ça. Il y a pire dans la vie, mais. Histoire. Non, mais c'est important. Non, mais carrément. Ouais, mais j'ai plus ce truc-là et je sais qu'il y a plein de choses. Quand quelqu'un d'autre me le fait, ça me met dans des états incroyables. Et moi, j'en suis incapable parce que je connais plus vraiment mon corps en fait. C'est comme les chatouilles. S'il y a quelqu'un d'autre qui le fait, ça marche, mais si c'est toi qui le fais, ça marche pas. Ouais. Mais je pense que c'est comme ça. Moi, ça me fait ça pour plein de trucs. Ouais, aussi, voilà. sans... Mais j'imagine ouais, que. mais c'était pas le cas avant. Ouais, voilà. Ouais. Et tout a changé. J'ai des nouvelles zones érogènes. J'ai. Bon, ouais, un zone érogène. fonctionnement qui est différent. Ouais, mon dos c'est devenu un scandale. Vraiment, genre tout le long de la colonne, c'est la machine à orgasme. Jeudi dernier, j'étais chez le kiné, vraiment, je me suis retenu très fort de gueuler. Le malaise. Il disait je vois que vous avez des contractures, si je veux. Il passait et j'étais il disait, il y a des contractures, on va appuyer plus fort. Ouais, des contractures, oui. Je suis un peu contractée. C'est génial, une deuxième découverte de ton corps. C'est ça, non mais du coup, j'ai vraiment eu une deuxième première fois, entre guillemets, parce qu'en fait, j'ai eu une période où j'ai pas eu de rapport sexuel pendant quasiment 6 ans. Et avant ces 6 ans, j'étais un mec. Après, j'étais plus un mec. Il s'est passé quelque chose. Le chiffre 6, il y a un truc. Ouais, et du coup, vraiment, le premier rapport après ça, c'était... j'étais avec une personne qui prend aussi un THS à base d'oestrogène et de progestérone. Et je lui ai dit, j'ai besoin que tu me guides en fait, parce que moi je sais pas comment ça marche. Aide-moi. Que faire ? Surtout qu'à l'époque, je prenais encore de l'androcure et je prenais pas d'oestrogène, pas de progestérone, donc aucune érection, rien. Donc vraiment, aucune idée de comment ça fonctionnait et j'ai redécouvert mon corps et du coup j'ai eu la réponse de qu'est-ce qui est mieux comme orgasme. C'est clairement l'orgasme féminin. Mais... C'est marrant parce qu'on a eu exactement la discussion tout à l'heure avec les mecs trans, c'est genre vraiment l'orgasme masculin, tu vois. Ouais, bah oui. Mais en vrai, j'en doute pas. L'orgasme trans en fait, finalement, étant la réponse. Il y a un truc, oui. C'est quand on a connu les deux qu'on arrive à la synthèse parfaite. On les met un peu en perspective et. Parce qu'en gros, ouais, avec les hormones, excusez-moi, je vais être très cru, mais en même temps, il est quelle heure ? 4h30. Il est 4h30. Les enfants sont couchés. Normalement, il y a que des trans très motivés sur le chat à ce stade. Le gland devient un énorme clito, en fait. Et ça se stimule pareil, ça fonctionne de la même manière, et du coup, c'est...
Ouais, c'est incroyable. Genre, je croyais avoir déjà eu des orgasmes avant, je me trompais en fait. Vraiment, j'avais jamais hurlé de toutes mes forces en m'agrippant au lit, quoi. Je vais rebondir sur ce mini-bout que tu parles, sur le lit et sur le gland en l'occurrence. Tu vas Non, on ne peut pas rebondir sur des glands. Ça me paraît. Pas trop fort. Je fais ce que je veux avec ma sexualité. Pardon, excusez-moi, je voulais pas mais Mais rebondir du gland. non, ouais, c'est un truc que je veux aborder sur la chaîne depuis longtemps, que j'ai jamais fait parce que j'ai jamais trouvé la façon de le faire, puis c'est un sujet un peu délicat. Mais c'est vrai que quelque chose dont j'ai l'impression qu'on parle pas dans les milieux trans, ou en tout cas qu'on planque un petit peu chez les meufs trans, c'est le fait que, avec le fait que notre corps il change, il y a certaines zones qui deviennent plus sensibles, certes, mais aussi du coup plus fragiles. Et c'est vrai qu'avec par exemple le THS, moi ce que j'ai découvert c'est les mycoses génitales, tu vois. Ouais. Chose que j'avais jamais découverte avant. J'en suis épargné pour le moment. Eh ben tu vois, je m'en suis tapé à répétition pendant de 6 milieu biologique. C'est la flore qui change sûrement. Ouais, mais genre, je n'y connais rien en bite, tu vois, mais où est la flore de la bite en fait, tu vois. Tu vois, par rapport dans un vagin visualise. C'est comme l'intérieur de tes lèvres en fait, c'est pas de la vraie peau. Pareil, même t'as le changement de goût et d'odeur qui est assez perturbant. Le changement d'odeur, est-ce qu'on peut en parler? Oui. Je veux dire, toi aussi c'est lu d'un coup? Oui, un jour je suis allé aux toilettes, j'ai baissé mon froc pour pisser, j'étais alors, pourquoi ça sent la bite? Genre... pareil, et genre le midi, ça faisait pas du coup genre vraiment j'étais genre, bah non, bah c'est moi qui sens la bite, quoi. Genre, ok, bah très bien, ma chatte sent la bite. J'adore comme le corps, c'est trop pas être en soi, tu lui dis, je suis rien, on fait, ok, c'est une bite. Rien à foutre, vraiment. D'accord. Pourquoi pas? J'ai un partenaire qui a dit précisément ça, genre, oh, ça sent la bite, je m'y attendais pas. Ok, cool, yay. Et est-ce que je peux me permettre juste une toute petite parenthèse, je sais pas si vous connaissez Transgirls avec plein de R, mais notamment il y a une traduction de Fucking Transgirls, donc en français baiser des meufs trans. S'il vous plaît. Et en fait il y a toute une partie notamment qui est expliquée sur faire l'amour avec un pénis mou, sur il y avait le truc du muffing aussi. Il y avait vraiment une pâtisserie, mais ok, pourquoi pas? Ça a un rapport avec les muffin tops ou non, aucune idée. Je ne sais pas ce qu'est un muffin. Les muffin tops, c'est lorsque tu as un caleçon ou un pantalon qui te serre un tout petit peu et que du coup t'as la graisse au niveau des hanches qui ressemble au petit au muffin qui dépasse. Oui, mais rien à voir. Ouais, voilà, genre, et il y a beaucoup de du blagues slip, à faire sur muffin top, c'est muffin bottom, tu sais. Ah oui. Oh, j'ai envie de me faire tatouer sur tout le corps muffin bottom. Mais maintenant. du coup, voilà, ces ressources-là sont ça va le moment de prendre ce genre de disponibles. décision. Moi, j'ai rien mangé en vrai depuis. Cette ressource-là est disponible en français et assez complète, donc pour celles et ceux qui N'hésitez pas à taper intéresse. baiser des meufs trans sur les Google pour Vous allez forcément trouver des choses fantastiques. Non, allez sur le site de Transgirl. Voilà. C'est trop bien parce qu'il doit y avoir plein de stéréotypes qui découlent des pornos à base de shemale, etc. C'est même pas des stéréotypes, c'est des monotypes à ce stade. Ouais, voilà. Et du coup, il y a plein de gens qui doivent s'imaginer, ah ben tiens, faire du sexe avec des meufs trans, ça doit être comme ça. Ouais, c'est genre comme avec un mec, sauf que c'est une meuf, tu vois, t'es genre, ben non, c'est Sauf que tu pas peux vraiment la t'accrocher au même. nichon. C'est ça, tu vois. Et pareil dans tout en fait. De toute façon, la sexualité en général, elle est polluée par plein de pornos classiques, industriels, qui sont pas représentatifs. Alors qu'on aime l'artisanat. Tu sais, Le sexe local, artisanal et bio du coup. c'est déjà tellement divers en fait avec avec des personnes qui ont les mêmes parties génitales. Enfin moi j'ai couché avec beaucoup de personnes disposant d'un pénis et en fait toutes les personnes étaient différentes, que ce soit des mecs cis ou pas. En fait toutes les personnes étaient différentes, aimaient des choses différentes, ils réagissaient pas pareil à certains stimuli, etc. Et genre en fait ouais voilà. J'avais juste envie de dire ça. Nous sommes tous un peu différents. Et... Incroyable. Ce qui veut pas dire qu'il n'y a pas de meufs trans qui baissent d'après le monotype et qui prennent leur pied comme ça. Exactement. Très bien. Ça me fait marrer que tu dis genre j'ai l'impression d'avoir eu 2 premières fois parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir fait ça alors que j'ai pas du tout transitionné hormonalement, tu vois. Ouais, après mais j'ai l'impression que non mais enfin il y avait le truc social et le truc oui c'est ça, médical, mais du en coup vrai ça je aurait pu trouve être que c'est
c'est marrant, non, je sais pas si c'est le mot, mais genre, je trouve ça intéressant de, ouais, je sais pas, c'est du cul, c'est rigolo. Le cul, c'est quand même marrant. C'est quand même marrant, le cul. Mais genre, ouais, moi, je me souviens, et genre, juste en fait, le fait de savoir que t'es dans une relation hétéro ou pas, alors que genre, concrètement, je suis sortie avec des mecs cis, plus ou moins hétéro, tu vois, mais une fois dans une relation hétéro, et une fois dans une relation gay, genre, dans la manière dont je le vivais et dont c'était perçu par mon partenaire. Et c'est pas, genre, il y en avait pas un qui était genre un meilleur coup que l'autre, ou je sais pas, enfin, genre, je pourrais pas dire, ah, machin, il faisait ça, c'était nul, et machin, il faisait ça, c'était bien, et genre, ça n'avait rien à voir. Et je me suis vraiment dit, genre, waouh, c'est ça de faire du cul qui est genre cool, et d'avoir des orgasmes de ouf, et genre, wouh, tu vois. Et... Ouais, parce que t'es plus à l'aise. Ouais, juste parce que je sais pas, genre, c'était gay, et du coup, j'étais content, tu vois, genre, donc j'en sais rien, mais. Et je sais pas ce qui s'est passé, alors que, tu vois, c'est vraiment pas un truc de biologie ou quoi. Après, et genre, juste ça, déjà, ça change tout. Il suffit d'un peu d'euphorie de genre, en fait. Enfin, mêler l'euphorie de genre à du cul, ça fait des orgasmes qui sont fabuleux. C'est grave. Enfin, moi, je disais ça parce qu'il y a aussi, j'ai aussi eu les 6 ans d'abstinence entre guillemets, qui font que même socialement, j'avais pas eu ça. Si, à mon avis, si j'avais baisé avant mon THS, mais quand même après le coming out, j'aurais aussi eu ce truc-là. J'imagine. Peut-être moins fort, mais je l'aurais eu. J'ai eu une expérience très cool comme ça. J'ai repécho quelqu'un à qui j'avais fait des bisous il y a 8 ans et qui du coup voilà, c'était ma première fois et tout, et puis récemment genre vous avez fait un remake. Voilà. Voilà, il était genre, ça c'était pas là la dernière fois. Ouais, il manque des oh, c'est vachement cool avec un mec en fait. Voilà. Adorable. Dans le genre euphorie de genre, c'est pas mal ça. Ok, je prends la version updatée. Moi, ce que je dis, moi je suis en relation libre avec mon mec, et genre par mois il relationne avec des meufs, et du coup à chaque fois qu'il reviendrait, c'est que genre, oh je sais pas, c'était compliqué, et puis c'était chiant, et puis machin, je suis genre, de toute façon, t'aimes les mecs, tu vois, genre, et genre, je sais que c'est pas vrai, mais je suis genre, en fait, tu vois, je sais pas, avec les meufs, tu te prends tout le temps la tête, et genre, c'est toujours moi ton préféré, alors, je suis un peu genre, t'aimes les mecs, tu vois, et enfin, je sais pas où je voulais venir avec cette phrase, mais. Parce que le truc, c'est peut-être pas qu'il aime les mecs ou les moi, meufs, en fait. c'est qu'il aime toi. Oui, non, mais c'est ça. Mais du coup, il y a un côté où. En fait, je crois que ça me donne de l'euphorie de genre que mon mec sorte avec. Enfin, couche avec des meufs à part moi. Enfin, genre, j'ai l'impression d'être spéciale un peu, tu vois. Je suis un peu un snowflake, mais. genre, tu vois. Est-ce que vous n'êtes pas tous un peu des special snowflakes? Mais ça a même un nom. Enfin, il y a des gens chez qui c'est un fantasme de voir son partenaire coucher avec d'autres et avoir du sexe avec d'autres et tout, et ça s'appelle le candolisme. Ouais. Et c'est un vrai truc. Comme disent les gens. Il y a donc un terme français pour ceci. Ouais. Ça c'est vraiment le fait de regarder même, c'est un dérivé du voyeurisme. Donc de voir ta femme, ton mari, peu importe. Moi je trouve ça trop flatteur, genre tu sais le gars il va genre voir d'autres gens et après c'est quand même moi qui trouve le mieux à chaque fois depuis genre des années, tu vois. Je me dis vraiment que je suis le meilleur de la planète à chaque fois, genre wouh, c'est genre je suis vraiment exceptionnelle. Je sais pas. Moi je comprends vraiment qu'il y a des gens qui soient jaloux, genre monogames et tout. C'est ça que j'avais cette discussion avec genre des gens mono et j'étais genre au contraire, je me sens mais vraiment de manière subjective plus aimée entre guillemets de savoir que mon mec ne voit pas que moi parce que genre limite je me dis que c'est plus sincère et vrai, enfin c'est pas du tout pour genre il a testé, il a approuvé grave tu vois, et c'est pas du tout pour dire les gens mono genre c'est nul tu vois alors truc, enfin genre c'est vraiment subjectif et comment je le ressens et c'est pas du tout du jugement, mais genre je sais, enfin genre moi je me sens plus limite genre respectée et aimée en sachant que genre je suis choisie, tu vois. Parmi, genre, il y a le choix, et c'est quand même moi, tu vois. C'est pas genre, bon, maintenant qu'il est là, je le garde, tu vois. Et est-ce que t'as déjà eu la réflexion du genre, est-ce qu'un jour, il va être plus satisfait sexuellement avec quelqu'un d'autre? Comment tu vas réagir? Ou est-ce que ce sera un problème ou quoi? Je pense que je me suis posé la question au début, parce que genre, tu sais, en début de relation, forcément, t'es un peu genre insécure, et puis c'était un peu ma première relation en tant que mec aussi, en plus avec quelqu'un qui est pas vraiment gay du tout, donc, il y avait ce truc-là. Et après, genre, je trouve aussi que je me fous moins la pression parce que, genre, au pire, c'est des trucs que je veux pas le faire, je sais pas, il ira le faire ailleurs, tu vois. Je suis pas en mode, il va falloir que, genre, je satisfasse la personne et que, même en dehors du sexe, tu vois, je suis genre, s'il y a des trucs que j'ai pas envie de faire, je sais pas, il le fera avec quelqu'un d'autre, genre, c'est pas la peine que, genre, je m'épuise à faire des trucs qui m'amusent pas, moi, et, genre, je suis pas, genre, la personne qui doit, rendre heureux, sur tous les plans de son existence, cette personne-là, tu vois, genre, il y a d'autres gens dans sa vie. Sur tous les plans cul de l'expérience. Mais après en même temps c'est comme quand les gens ont des amis, enfin mais j'ai l'impression que dans la culture mono, pas genre les gens mono mais la culture un peu genre il faut être monogame et tout, il y a ce truc où du coup on se fout la pression en mode
je dois être la personne qui satisfait partout, alors que genre, au pire, les gens, ils sont déjà des potes, tu vois, genre, s'il y a des activités que t'aimes pas. On peut foutre cette pression-là, même en étant poli. Hein. Et puis pareil, être jaloux aussi, tu parlais de jalousie tout à l'heure, même en étant poli, en étant ok avec le fait que son ou sa partenaire couche avec d'autres personnes, ou voit d'autres personnes, on peut quand même être jaloux. Mais genre, c'est très chelou comme sentiment, mais la communication, j'ai déjà été jaloux dans ma vie, ça m'arrive, je suis pas vraiment quelqu'un de très jaloux, mais c'est clair que c'est plus compliqué que genre les polyas c'est le bien, et genre ils sont pas jaloux et tout va bien dans leur couple, et les monos c'est pas très bien, tu vois, genre communiquer quoi, et je pense que ça dépend vachement genre des ressentis, le ressenti de chacun, et genre de ce que t'aimes comme attention ou pas, de ce qui te fait peur ou pas, de tes traumas perso, tes anciennes relations, enfin genre c'est évident que ça peut pas mais communiquer aussi c'est bien. C'est ça. Moi j'ai l'impression que ça a toujours existé finalement, les couples polis, mais que avant c'était un peu on mettait ça sous le tapis mais tout le monde savait, tu vois. Genre, c'était les femmes qui savaient que leur mari allait coucher avec la secrétaire, peu importe. Et elles le savaient très bien et elles étaient à la limite contentes parce qu'au moins elles avaient plus à se forcer à se coucher avec leur mari forceur, tu vois. Et du coup, elles étaient enfin tranquilles. Donc, elles acceptaient totalement de rester avec leur mari pour la vie de famille qu'ils partageaient ou des trucs comme ça. Mais de plus avoir de pression sexuelle, ça les soulageait. Et elles savaient très bien que leur mari allait ailleurs et tout le monde était ok avec ça. Et la situation changeait pas, il n'y avait pas de divorce ou quoi. Mais avant c'était, oui bah voilà, mon mari il me trompe, je le sais, mais je le dis pas, on le dit pas trop, même si finalement tout le monde le sait. Et avant ça se faisait comme ça, maintenant c'est un peu plus ouvert et un peu plus de communication, donc c'est un peu plus sain dans pas mal de relations. Mais à mon avis ça a toujours existé en fait. Bah oui, puis enfin genre... on n'a pas attendu les années 2000 pour faire du sexe. Il y a quand même le fait de pas l'énoncer au début et de le découvrir et d'être ok avec le fait de le découvrir. Dans la notion de polyamour, en tout cas de non-exclusivité éthique, comme moi je la vois, il y a le fait de le dire en amont en fait. Et c'est un peu genre la base du truc. C'est pour ça que je dis c'est plus sain. C'est plus ça. Plus chouette. Exactement. En plus, je sais pas comment on en est arrivé à parler de ça, comme on parlait de cul des meufs trans avant. Je sais pas si on vous a coupé dans votre élan. Mais c'est vrai que moi je trouve ça bizarre du coup de venir à ce sujet-là en parlant de cul exclusivement, parce que moi c'est un sujet, c'est aussi quelque chose que je vis dans ma vie perso, mais je le lie plus à des questions émotionnelles qu'à des questions de cul. Ouais, carrément. Parce que j'ai jamais lié dans ma tête la question du cul à la question de propriété et la question émotionnelle et du coup de se lier amoureusement, affectivement, dans la construction d'un couple, tout bien sous tout rapport tel qu'on devrait l'avoir avec la vie entière et tout, c'est un truc par contre que j'ai appris ça et je l'ai assez assimilé dans ma tête pour me dire ah ok en fait je veux plus être ça et c'est pas un truc qui me rend heureux, il faut que j'arrête de vouloir me lancer là-dedans quoi. Mais vraiment sur le plan émotionnel quoi. Et ce qui est cool aussi, qui m'a fait découvrir des relations auxquelles j'aurais pas pu goûter si je n'avais pas passé par cette étape-là. Style, je pense que j'aurais jamais pu avoir de relations émotionnelles sans cul si j'avais pas passé découvert ça. C'est pour ça aussi que c'est important d'appeler ça du polyamour et pas du polycul. C'est une proposition. Si on parle bien de polycule. Polycule c'est rigolo comme mot quand même. Je propose. En même temps le cul c'est un tout. Il y a des gens qui confondent encore tout ça alors qu'en fait c'est très différent. Ouais, bah typiquement moi je considère vachement plus être dans un couple libre que dans un couple de polyas. Au début on était plus en polyas puis après on était genre on a quand même pas trop le temps pour ces conneries, tu vois. Genre s'investir émotionnellement avec plusieurs personnes, déjà avec une ça prend du temps et de l'énergie, tu vois. Moi genre sur le principe genre je veux bien être polyas, tu vois, mais j'ai vraiment pas le temps de genre rencontrer des gens, les draguer, gérer plusieurs relations, ça va, et genre s'il y a pas de place dans mon agenda. Mais c'est marrant parce que j'ai entendu plusieurs personnes handicapées dire des trucs comme ça en mode sur le principe je suis ok tu vois, mais s'il faut genre sortir de chez soi et socialiser pour trouver plusieurs partenaires, c'est trop, j'abandonne. Je suis d'accord avec ça, genre mon agenda militant est déjà tellement rempli que une relation investie, bon ça va, plusieurs relations investies, ça va être compliqué. Alors, j'ai déjà eu du mal à avoir plus d'un ami, tu vois. T'es amoureuse, je veux pas déconner non plus, genre. Et puis genre, les gens ils pensent grave que genre le polyamour c'est genre baiser tout le temps, alors qu'en vérité
C'est juste genre s'envoyer Faire 10 de 000 la textos, logistique. se tromper quoi tu envoies à qui, dire ah, désolé Savoir à c'était qui pas t'as pour raconté toi, c'était pour l'anecdote. là. Est-ce que je t'ai déjà raconté ça avec qui déjà, Avoir un passer son Google temps à agenda demande de commun. la logistique. L'agenda, ouais. Et passer son temps à parler de consentement. Tout le temps. Tout le temps. Mais t'es sûr que ça va tu peux vraiment aller Enfin, genre, je sais pas, moi, je sais quand même, au début, il y avait genre, t'es sûr que ça te dérange pas, machin, et toujours tout le temps en mode, j'ai quand même un peu peur de dépasser les limites, puis genre, petit à petit, tu t'apprends les gens, et genre, t'es un peu moins genre, j'ai peur de... Je sais pas, bref, j'avais pas de fin. Quand même bien dérivé sur le polyamour. Mais du coup, il y a un truc qui peut Pardon. faire revenir sur le sujet du consentement et tout. C'est que moi, dans mon chemin, en même temps, peu après avoir fait mes coming out trans, dans ma vie sentimentale et de cul, j'ai commencé à utiliser des outils de consentement type questionnaire et type des schémas et des outils papier pour parler de consentement avec des gens. Qui soient à la fois efficaces pour les trucs émotionnels et les trucs de cul. Et c'était chouette parce que ça pouvait permettre, en tant que personne trans, déjà de poser des enjeux de nommer les choses, nommer les parties du corps, nommer, mais aussi de poser des limites de genre, bon bah écoute, ça c'est du sensuel pour moi, c'est pas ok en public, ça c'est quelque chose que je suis ok pour le faire en public et je m'en fous, c'est un acte revendicatif pour moi. De faire ça en public, enfin, c'était chouette de poser ces trucs là et c'est vraiment cool de pouvoir trouver des outils comme ça. Ce qui peut être trop bien avec ce genre d'outils, c'est aussi découvrir que finalement on a les mêmes fantasmes et on va les faire ensemble parce qu'avant on n'en avait pas eu l'idée d'en parler parce que tu vois, genre non, tu veux faire du BDSM aussi, mais trop cool. Ouais, on n'ose pas forcément. Bah ouais, mais si t'en as pas parlé, t'as pas eu l'occasion, l'opportunité, et puis bah avec ce genre de truc, de questionnaire, tu peux découvrir que en fait t'as des intérêts communs que t'imaginais pas. Ça peut être super cool. Mais il y a un autre truc dont j'aimerais parler, mais je change du coup un petit peu de sujet. De toute façon, on n'était pas complètement en sujet, donc n'hésite pas à recadrer la situation. Mais j'avais envie de parler des relations avec les personnes ace. Parce qu'on lit beaucoup de choses, on voit beaucoup de choses écrites et dites par des personnes qui ne sont pas concernées, ni de près ni de loin. Je sors avec une personne ace. Et pourtant, on a des relations sexuelles. Et je le sous-entends un peu quand je parle sur Twitter, et évidemment, il y a des gens qui essaient de dire que j'abuse d'elle. Parce que les gens nous détestent. Et je pense que les gens devraient un peu plus écouter les personnes ace au lieu de s'en moquer. Parce que c'est un peu plus compliqué que juste... Il y a un terme pour les gens qui ne couchent pas du tout, ça s'appelle sex repulsed. Repulsed. Sex repulsed. Et en fait, ma copine, quand moi aussi j'étais un peu dans les clichés de pas de désir sexuel, tout ça. Et en fait, elle m'a expliqué que, alors donc c'est des paroles rapportées, donc ça vaut ce que ça vaut. Hein. Je vais essayer de pas dire de bêtises. Elle m'a un peu briefé. Alors j'ai un PowerPoint en 3 parties. J'aurais dû prendre des notes en vrai. En gros, elle m'a dit qu'avant moi, elle avait jamais ressenti de désir sexuel pour qui que ce soit. Et qu'elle en ressent que pour moi. Donc en gros, pour blaguer, elle a dit je suis Aline sexuelle. J'adore. Et en fait, elle reste du coup dans cette idée-là, dans cette optique-là, et pourtant on a des relations, et on a beaucoup, et on a du désir, et on a des pratiques, on s'amuse, on fait plein de choses, et des fois juste pas du tout. Et juste j'aimerais que les gens comprennent que, parce que en plus j'ai vu quelqu'un dans le chat dire je pourrais pas avoir une relation mono parce que ma copine est ace et on pourra jamais coucher ensemble. C'est pas aussi, c'est pas aussi tranché, c'est pas aussi net comme terme. Il n'y a pas des termes genre grey sexuel, demi-sexuel. Il y a des choses, après les définitions, c'est du même ordre que bi et pan, c'est des trucs qui se jouent sur un poil de cul et... c'est vrai que des fois c'est plus simple de dire ace parce que t'es genre... Enfin, je sais qu'il y a des gens qui disent ace pour dire genre sur le spectre ace, tu vois. Mais ça reste un spectre, du coup t'as de surtout tout. qu'au final, elle s'est définie comme ace pendant des années. Et c'est pas parce qu'elle sort avec moi maintenant qu'elle va changer ce label-là, en fait. C'est comme des gens qui se disent bi et qui d'un coup disent peut-être je suis pan, mais qui restent sur bi parce que c'est plus confortable, il y a moins à expliquer, et voilà. Mais c'est plus compliqué que juste je ne veux jamais de sexe du tout.
Et, Bah oui, c'est ça. Jamais. et comme aromantique, c'est la même chose. Elle est aussi aromantique. Et il y a vraiment ce truc de avec moi ça va, mais c'est parce que c'est avec moi. Et parce qu'on a la relation autour qui crée. Il y a du contexte, quoi. Voilà. Encore une fois, tout à l'heure, je sais pas si vous étiez là, mais sur le cyberharcèlement, on parlait des rapports interpersonnels. Contexte. Et c'est. Merci Calvin pour ton intervention. Merci, Frédéric Monès. Et ouais. Je me sens très insulté. Tu peux. Et il y a tout un contexte interpersonnel de notre relation qui change ce rapport en fait. Et voilà, et quand elle m'avait dit ça au début, ouais, ça m'avait fait peur parce que moi je venais de découvrir le cul en tant que meuf trans. Genre, pas prêt à lâcher l'affaire. Et vraiment, genre, pas déjà. Et genre, ça datait de moins de 6 mois, et voilà. Et en fait, on a une vie sexuelle et romantique qui est très épanouie, qui est hyper saine, et ça se passe hyper bien, et je suis ravi, et elle aussi, de ce que je comprends. Parce que je suis pas dans sa tête. Mais c'est ce qu'elle me dit, et c'est super, en fait. Et voilà. Et je voulais juste rappeler que les personnes ace, écoutez-les, vraiment. Ouais. Écoutez-les parler. Vraiment. Question du coup, est-ce que elle écrit sa sexualité à, entre parenthèses, ligne, fermez la parenthèse, sexuelle? Parce que ça commence par un A, tu vois. Moi j'ai pensé aussi à ça quand tu Ah, l'as dit. Je sais pas, non, Nous nous renseignerons elle sur l'a le dit sujet. qu'à l'oral une fois, donc. À creuser. Mais on pourrait lui demander si tu veux, je te tiendrai au courant. Officiellement, je suis animateur, donc je vais distribuer la parole. Toi, et après toi. Ok. Et après moi. Je me suis la parole pour rebondir. Ah non, oui, je voulais. Je sais pas, c'est toi qui as levé la main. Oui, c'est vrai, j'ai levé. Mais oui, c'est vrai, j'ai levé la Je sais main. pas ce qui Pardonnez-moi, se passe c'est dans un ta peu tête 5 quand heures du il y a des matin, limites. T'as mais levé la main. je sais plus, mais. On dirait un ange avec ta chemise blanche et ton plaid. Merci. T'es Angélique, t'es merveilleux. Du coup, oui, et. Mais arrête. Mais toi. enfin, Après, calmez-vous. je vais devenir horrible. Et maintenant, le TP. Et du coup, oui, après. Oui, il y a des personnes ace aussi qui sont sex repulsed ou partiellement sex repulsed. J'arrive pas à le dire. Repulsed. C'est vraiment ça, genre repoussé par le sexe, on dirait vraiment que c'est genre un voilà. vieux truc gluant dégueulasse, tu vois. Genre, Des personnes du coup c'est qui n'ont pas de relation sexuelle ou peu de relations sexuelles. Et genre, c'est possible de fonctionner quand même en couple. C'est quelque chose que j'ai pu expérimenter dans des moments où j'étais vraiment hypersexuel. Et en fait, je sais pas, tout est une question de communication dans un couple. Et en fait, vraiment, il suffit d'en parler. Et en fait, je sais pas, si moi j'ai envie de quelque chose, je peux proposer. Si à ce moment-là, mon ou ma partenaire a pas envie, la personne me répond non et genre on passe à autre chose, on regarde un film quoi, ou si vraiment l'envie est trop, je m'isole et je vais me branler quoi. Enfin je sais pas, ça me paraît pas si compliqué que ça à gérer en fait. Et surtout ça me viendrait pas à l'idée genre de reprocher à une personne avec qui je relationne qui est ace, genre de lui reprocher son asexualité. Et vraiment genre du coup je suis vraiment très d'accord avec ce qu'elle dit, juste écouter les personnes asexuelles. Je crois que c'est des personnes rapportées, donc t'es d'accord avec Zoé. Moi, moi après je la rejoins, Oui, mais vraiment, ça marche aussi avec les élos pour le coup. Mais... Ouais. Oui. Alors moi j'ai un truc drôle à dire. La personne dont je parlais tout à l'heure, il se trouve qu'elle regarde le live et qu'elle s'est reconnue. Et, la personne avant-après... La personne avant-après. Qui a fait le remake mon premier copain qui Ok. Voilà, que Bonjour j'ai à toi. repécho. Bonjour. Voilà. Bonjour toi, je t'aime beaucoup. Et elle vient de me dire on saura sauver notre existence et je suis dégoûté de pas l'avoir trouvé. Tout à l'heure quand tu faisais Code Lyoko, oui ça aurait été parfait. Oui. Voilà. Merci de cette info. Je devais le partager, c'était trop beau pour ne pas être Imagine, partagé. genre, t'es sur internet à 4h du mat et là, tu vois, genre, un gars qui parle de genre quand il couche avec toi et c'était trop cool, tu vois, et genre, ok. C'est pourquoi pas, genre. C'est... Legit. Moi j'ai déjà des gens qui m'ont dit ça. Genre, ok, je couche avec toi, mais je veux pas que tu parles de ce qu'on a fait sur ta chaîne. Ouais, mais je crois Ils savaient que j'ai une chaîne YouTube et tout. Mais je trouve que c'est des questions qui sont compliquées aussi. Enfin, genre, du coup, moi, je me suis identifiée comme ace pendant des années, maintenant plus, mais genre, bon, la vie fait la vie, quoi. Et genre,
je trouvais qu'un truc était compliqué, genre par rapport à un coming out gay. Genre, si tu dis que t'es gay, ça out pas ton copain en tant que. Enfin, genre, vous êtes, tu vois, ça se voit. Genre, si vous êtes ensemble, ça out pas la personne avec qui t'es en tant que, genre, personne gay, parce que, ben. Enfin, si tu dis que t'es avec quelqu'un, enfin, genre, c'est évident, quoi. Alors qu'en tant que personne ace, j'avais l'impression que si moi je disais que j'étais ace, j'outais, genre, mes partenaires en tant que gens qui relationnaient avec des gens ace, tu vois. Et genre, moi, je sais que c'est le premier truc qu'on m'a dit quand ma famille a découvert que j'étais ace à l'époque. Genre, en gros, on m'a dit, tu devrais pas dire ça publiquement parce que pense à ce que les gens vont penser de ton copain, tu vois. Mais du coup, est-ce que quand tu couches avec une personne ace, tu es asexuel? Asexuel. Et du coup, ouais, enfin, genre, après, c'est clairement de l'acephobie intériorisée et tout, tu vois. Mais il y avait ce truc, et je trouve qu'en tant que personne trans, il y a ça aussi, tu vois, genre. Bah du coup si si je fais mon coming out trans à genre je sais pas les parents de mon copain et bah du coup genre lui il passe au statut de genre mec qui sort avec un trans, tu vois. Et du coup tu deviens genre responsable de ton entourage et de ce qu'ils vont vivre comme violence ou comme truc de merde parce que toi tu fais ton coming out et t'es pas genre libre de ça, alors quand tu dis genre bah je suis gay, tu vois, enfin c'est pour ça te concerne toi quoi, je sais pas. Et je trouvais que c'était vachement plus compliqué que de dire que j'étais gay ou bi et tout. Et je crois que je voulais dire un autre truc sur la sexualité. Ah oui, que je te disais, bah, genre elle était ace et genre on est sortis ensemble et bah même si maintenant vous faites du cul et que genre elle en a potentiellement envie des fois, ça a rien changé. Et du coup, moi j'avais un peu l'expérience inverse, entre guillemets. Enfin... Décidément, t'as tout le temps l'expérience inverse de moi. Ça fait 5 fois que tu me dis ça ce soir. C'est incroyable. Enfin, du coup, moi je me suis identifiée comme ace pendant des années et genre quand j'ai rencontré mon copain actuel, j'étais genre ok, pourquoi pas. Et finalement, bah maintenant je n'utilise plus ce terme. Et genre, c'est pas du tout pour parler au nom de toutes les personnes ace parce qu'il y a des expériences vraiment diverses et c'est pas du tout comme ça pour tout le monde. Mais j'ai l'impression que moi, à une période où j'étais pas en état de faire du sexe, entre guillemets, ou pas d'une manière que je m'imaginais que c'était valable de faire du sexe, c'est un mot qui m'a permis de vachement me protéger et de dire, bah en fait, genre si c'est ça, j'en veux pas, tu vois, quelque part. Et c'est pas que j'avais pas d'attirance sexuelle, mais c'est juste que genre j'avais pas envie de faire du cul, tu vois, parce que plein de raisons et le trauma et plein d'autres trucs. Et j'ai pas transitionné, enfin, et tu vois, genre... et que enfin je dis pareil pour les identités non-binaires, mais j'ai l'impression on se focalise tellement sur il faut absolument pas que ce soit une phase parce que sinon genre les homophobes, les acephobes et tout ils vont l'utiliser, qu'on s'autorise pas à avoir des identités de transition et que c'est dangereux parce que genre des fois on en a besoin et que tu vois t'as besoin de genre peut-être te dire genderqueer, genderfluid et tout et un jour tu te rends compte qu'en fait t'es genre juste un mec et c'est pas grave parce que t'as besoin de cette étape là et genre je pense que moi si j'avais pas eu le droit de me définir comme ace et ce mot-là pour me protéger et me dire en fait genre la question du cul je me la poserai plus tard, genre j'ai d'autres problèmes maintenant, tu vois, et ben peut-être que j'aurais pas pu progresser de manière aussi saine et efficace dans mes cheminements de genre et de santé et tout, et qu'en fait ça m'a permis de genre un peu mettre pause la question du cul dans ma vie et genre j'y suis revenue finalement plus tard parce que les événements ont fait que. Et je trouve que c'est précieux aussi d'avoir ces outils-là. Et ça veut pas du tout dire que genre toutes les personnes ace elles ont genre des traumas pas réglés, tu vois. Vraiment pas, parce que je sais que c'est pas le cas. Mais je pense que c'est aussi une manière valide d'être ace et d'utiliser le mot ace. Est-ce que justement, en parlant de trauma, il y a... Le retour du trauma. Le retour. Il y a des personnes qui seraient ok pour qu'on parle retour à la sexualité après des galères de trauma et des années de trauma. Alors c'est peut-être un sujet un petit peu trop genre lourd. J'ai 4h53, ça me paraît idéal. Mais peut-être plus en mode genre conseil, self-care, tu vois. Oui, pas forcément en mode comme ça, voilà, parce que c'est quand même 5h du matin. En fait. Puis, je sais pas s'il y a des gens qui sont ok, s'il y a des gens qui sont pas ok pour en parler, bah on en parle. Pour le coup, j'ai commencé à outer ça pour moi tout à l'heure, donc si vous voulez, je peux... Toi, t'es dans ta lancée. Ah, mais j'ai... Non, il y a pas de souci. Non, je sais que je monopolise beaucoup la parole. Voilà. Mais non, en vrai, moi je suis en train de décrocher complètement. Je vais vous laisser. Ouais, va trop poser. En même temps, ça a l'air que tu fais vraiment le travail des 3 autres organisateurs depuis tout à l'heure. Quand moi, ça fait genre 4 heures que je suis là-bas, je me dis, je suis plus du tout dans l'organisation. Ça peut te rassurer, ça fait 5 minutes que je suis défoncé à la progestérone, c'est en train de monter très fort. Il y a moyen que je te suive dans pas longtemps. Livre-nous ton témoignage tant que tu as encore les idées presque claires. Pour l'instant, c'est le corps qui commence à plus répondre, après ça va être... Si vous voulez vous décaler pour qu'on vous voit mieux éventuellement, peut-être que ça peut être... Mais pour... Ça t'intègre plus en fait. C'est un peu dans... Sachant que j'ai même pas parlé depuis le début encore, moi. Je suis restée au premier sujet du meuf trans, après j'étais là genre, ne tombe pas de sommeil. Je suis... Non, bref, je suis disponible. Mais pour revenir à ce que j'ai... Juste 2 secondes, pardon. C'est juste pour dire que je vois que c'est souvent que genre tu prends pas la parole et tout, il faut vraiment pas hésiter à que tu fasses genre...
et je te donnerai la parole, même si tu veux pas, tu vois. Bah, j'avais l'énergie de le faire en début, et puis après 21h, c'était foutu. Ok, d'accord. Tu peux parler. J'interviendrai après, vous en faites pas. En gros, ce que j'ai dit tout à l'heure dans la section sur le cyberharcèlement, certains d'entre vous n'étaient pas là, c'est que donc ma relation avant les 6 ans dont je parlais, j'ai subi à plusieurs reprises un viol conjugal. En l'occurrence, on a fait des trucs pendant que je dormais. C'est quelque chose qui maintenant est derrière moi et que j'ai réglé psychologiquement et ça va. Mais j'ai eu 6 ans d'abstinence derrière. Pendant 6 ans, j'ai trouvé ni relation amoureuse ni relation sexuelle. Je pense que c'est lié, honnêtement. Parce que j'ai commencé à m'en rendre compte vers la fin. Juste après la rupture, genre après un peu la période de deuil qui était très longue. Je me suis dit, attends, mais c'est pas normal ce qui t'est arrivé. C'est pas normal ce qui s'est passé. Genre vraiment, il y a eu un truc grave. Et même dans notre réaction, parce que ni elle ni moi n'en avions vraiment conscience de ce qui est en train de se passer. Et en fait, je pense que ouais, c'est que c'est lié et c'est con, mais ma seule solution que j'ai à proposer, c'est de prendre son temps et de réapprendre à connaître son corps. Moi, ça est passé par un coming out trans, par un début de transition. Vous n'avez peut-être pas besoin d'aller dans un truc aussi radical. Vous n'êtes pas obligé de transitionner parce que vous avez des voilà. Et surtout que t'as dit que t'y pensais déjà en fait avant ces événements-là, donc c'est pas. Ouais. Enfin, on en parlait. Et quand bien même. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que, enfin, c'est toujours multifactoriel, quoi. C'est pas genre, t'as eu un trauma, tu te dis, oh, je suis une femme maintenant. Non, voilà. C'est plus complexe que ça, quoi. Ça n'a même pas du tout influencé ça, à vrai dire, mais. Mais en gros, ah putain, j'avais une fin à cette explication. Je ne l'ai plus. Mais en gros, voilà, ça a été. Ouais. Ça a été un facteur qui a fait que j'ai plus rien fait après et il a fallu un changement radical dans mon rapport à moi-même et dans. Je tweet ça avec le truc de Tipeee. Mon existence pour me remettre sur les rails. Et maintenant ça va, je vis à nouveau bien le cul, mais c'est vrai que à la fin de cette relation, c'était devenu vraiment compliqué pour moi. Et je veux dire, c'est con, mais je repense à le dernier rapport que j'ai eu avec cette personne qui était consentie, où j'ai jamais réussi à jouir. C'était vraiment le truc de j'ai eu un blocage pendant qu'on le faisait et ça n'arrivait pas et ça n'est jamais arrivé et je pense que c'est aussi lié à ça. Enfin, il y a vraiment eu un impact en fait sur ma libido, sur mon rapport à mon corps, sur mon rapport à la sexualité et ce que je veux dire c'est qu'on s'en remet, on guérit et ça peut prendre longtemps. Moi ça m'a pris. On guérit. J'ai bien guéri. On guérit. Et ça va, faut juste se donner le temps, faut s'accorder le temps et Ce que j'ai remarqué. Faut être tolérant aussi, avec soi-même. Moi, c'est avec mon expérience d'avoir vécu un peu du sexe forcé, clairement, même si je me suis pas sentie violée sur le coup, je m'en suis rendu compte après, et c'était avant le vrai début de ma sexualité. Et moi, ça a été par exemple justement en n'appelant pas ça ma première fois. L'expérience que j'ai vraiment mal vécue. Et de dire, bon, bah après, je repars à zéro en fait. Et une fois que j'avais tombé sur la bonne personne. Et ça change vraiment tout. Si tu tombes sur les bonnes personnes. Quelqu'un qui peut te remettre en confiance et tout. Il y a un truc perso, forcément, tu fais ton cheminement en toi, de ton côté et tout. Mais. D'être aussi avec la personne qui te permet de te remettre sur la bonne voie et de regoûter à la sexualité dans la bienveillance, dans le consentement et tout. Et ben c'est super important. C'est ce que, excuse-moi, je vais revenir sur ça très très vite. C'est ce que je disais avant, quand j'ai repris après les 6 ans, j'étais avec une personne qui me comprenait, qui vivait un peu la même chose physiquement que moi et qui a pu me mettre en confiance, m'enseigner les arcanes de la sexualité trans. Et et c'était mon Dieu.
Et j'ai été avec une personne qui a pu vraiment me dire tout va bien, on va à ton rythme, on s'adapte, parce que c'est une personne qui avait une activité sexuelle beaucoup plus débordante que moi. Et c'était une personne polie, d'ailleurs c'est pour ça que ça n'a pas marché, parce que moi je ne le suis pas, et bref, tout un autre débat. Mais c'est vrai, tu es très grossière. Ouais, je suis assez mal poli. Je dis ni bonjour ni merci. Jamais. Et du coup, ouais, j'avais eu ce truc de... t'es avec quelqu'un avec qui t'es en confiance et ça se passe bien et elle t'apprend un truc hyper positif vis-à-vis de ton nouveau corps. Et ça m'a fait en fait sortir tout ce truc négatif autour du sexe, ça me fait bizarre le sexe, ça me fait peur, j'étais terrifié par le sexe pendant des années. Genre vraiment j'avais peur, j'étais même pas repoussé, j'avais juste peur de ce qui allait se passer. Ouais. Voilà, pardon, vas-y. Moi je pense vraiment, c'est rigolo parce que je pense vraiment que c'est un cheminement, enfin dans mon cas personnel, c'est un cheminement que j'ai fait seul, c'est-à-dire que, enfin même si c'est tout l'inverse, j'ai pas arrêté d'avoir des relations sexuelles, au contraire elles se sont multipliées, il y a eu un moment où ça a été stop pendant quelques temps et répulsion quoi, de l'acte sexuel, mais en fait, je sais plus où je voulais en venir, oh là là c'est tard. Tu disais que t'étais plutôt parti genre à fond du cul. Ouais, voilà. J'étais plutôt parti à baiser un peu tout ce qui bougeait pour essayer d'oublier ça. Et en fait, je me suis rendu compte que je pouvais pas chercher chez quelqu'un d'autre la guérison, en fait. La guérison de trauma, et c'était quelque chose que je pouvais trouver que moi-même. Et en plus de ça, il s'est passé en fait, j'ai subi un viol de la part d'un connard quand j'avais 16 ans. Et après ça, j'ai mis du temps à m'en rendre compte. En fait, je m'en suis rendu compte, j'avais 18 ans. Et le temps que je mette les mots dessus, moi, j'arrivais plus à avoir une vie sexuelle du tout. Et en fait, quand j'ai recommencé petit à petit avec mon copain à avoir une vie sexuelle, et monsieur a pensé que c'était une très très bonne idée d'essayer de faire des choses avec moi pendant mon sommeil. Et donc du coup, rebelote. Donc du coup, en fait... je dirais que oui, c'est très important d'être bien entouré, ça c'est une chose qui est certaine, mais ça va. Mais en vrai, je vais peut-être. Je dis ok. Ouais, je bois un petit peu. Ça va, tout va bien. Alors Aline, reviens-nous. Ouais. Mais oui, voilà, quand même rester sur ses gardes et avoir conscience qu'en fait la guérison elle peut se faire. C'est pas qu'elle peut se faire que seule parce qu'il faut qu'on soit entouré, mais le final de la guérison c'est nous-mêmes qui nous l'apportons en fait. Et je pense que chercher ça chez quelqu'un d'autre et attendre qu'une personne nous sauve ou nous guérisse, déjà c'est beaucoup de pression pour la personne avec qui on est. Ça se met beaucoup en danger. Et voilà, c'est hyper dangereux en fait, donc soyez vigilants et vigilantes. Voilà. Si on se met en position de demander ça à quelqu'un, finalement, c'est le meilleur moyen de tomber dans les griffes de quelqu'un de malveillant, de manipulateur. Exactement. Donc, c'est finalement ça peut pas très bien marcher. La guérison, après, pas que pour les traumas, moi, c'est quelque chose qu'on m'a appris justement aux alcooliques anonymes, que en guérison, il vaut vraiment mieux être seul que mal accompagné, quoi. Parce que en guérison, que ce soit guérison de trauma, guérison d'addiction, guérison de peu importe, on est vulnérable, on est fragile, mais donc du coup on a tendance à vouloir beaucoup plus d'attention, d'affection. Enfin pour moi c'est mon cas en tout cas. J'ai besoin du coup de me sentir aimé, de me sentir beau, de me sentir désirable et tout ce qui va avec. Sauf que par ailleurs je suis trop fragile pour comprendre et accepter les conséquences que peuvent avoir des relations avec une personne. Et ce qui fait que du coup ça peut faire vriller et ça peut créer des situations qui sont très compliquées. Et c'est vrai que du coup j'aurais plutôt tendance à conseiller non pas de s'isoler parce que ça c'est la pire idée qui soit, mais peut-être de se recentrer sur soi-même et de prendre du temps avec soi-même. Ça m'interpelle, mais ça me donne envie de rebondir ce que tu dis sur le fait de genre avoir besoin de se sentir désirable et tout, parce que justement du coup moi j'avais mes traumas avant même d'avoir des traumas sexuels, tu vois, et justement à cause de ça j'avais comme tu dis, tu vois, ce besoin que quelqu'un te donne de l'attention et de la valeur,
Et c'est justement ça qui a fait que j'étais genre dispo à me faire abuser sexuellement, tu vois, en mode genre si vous me donnez un peu d'attention, vous faites ce que vous voulez, tu vois. Et genre justement le fait d'avoir été abusé sexuellement peut te remettre dans cette disposition de en fait je suis prêt à n'importe quoi pour me dire que j'ai de la valeur et du coup je me laisse re-abuser encore plus et donc ça se nourrit et du coup c'est vrai que dans ce sens-là je trouve que c'est important de trouver des moyens de se redonner de la valeur à soi-même en dehors de l'autre. Et en tout cas, de relations genre sexuelles et ou amoureuses, enfin suivant genre les traumas des gens et tout. Et trouver des gens qui te donnent de la valeur en dehors de ça. Et en même temps, c'est hyper dur d'y croire. Enfin, je veux dire, genre, moi, mon copain, ça fait genre 2 ans et demi qu'on est ensemble. Et genre, quand on est sortis ensemble, il pensait que j'étais ace. Genre, c'était vraiment pas le projet, tu vois, pour lui à la base. Donc je sais qu'il sort pas avec moi pour le cul, tu vois. Genre, je suis pas con. Genre, intellectuellement, tu vois. Et pourtant, émotionnellement, il y a toujours des moments où je me dis, oui, mais si je guéris pas du vaginisme un jour, et ben il va partir. Tu vois, alors. Il serait déjà parti si c'était le problème, tu vois, genre à un moment il a pas cette patience, enfin. Et genre, mais de prendre le temps de mettre en accord, genre, tes émotions et ce que rationnellement tu sais qui est vrai ou pas, c'est toujours pas le même timing, quoi. Mais je sais plus où j'allais avec tout ça. Mais je sais plus voilà, non plus. Je Problème vais m'arrêter si Mais j'ai un truc qui me tu parlais du vaginisme. Moi j'ai remarqué. C'est autre chose mais... du coup, mais. C'est que j'ai remarqué parmi les personnes trans qui m'entourent que les gens étaient vraiment pas égales à ce niveau-là, au niveau d'arriver à faire de la pénétration sans avoir trop de dysphorie ou des trucs comme ça. Bah je pense que ça dépend justement vachement de la dysphorie, enfin genre en fait moi c'est compliqué, j'ai l'impression que depuis que je suis trans entre guillemets, genre que je sais que je transitionne et tout, j'ai genre moins de dysphorie génitale qu'avant. Enfin genre mais justement parce que bah du coup moi pour le coup j'ai fait beaucoup de vaginisme, enfin genre depuis toute ma sexualité en fait, genre j'ai eu des abus sexuels avant d'avoir genre fait mes premières fois. Et du coup genre en fait j'ai fait ma première fois et genre moi c'était genre 3 fonds et c'était mon idée et tout et ça n'a pas du tout marché, c'était genre l'échec total, tu vois. Genre j'ai essayé de faire du cul et genre j'avais trop mal et j'ai fait une giga crise d'angoisse, j'étais un peu dans l'angoisse, j'étais bon genre 2 sur 20, tu vois. Pas terrible. Et du coup après tu te fais la pression, tu te dis bon mais quand est-ce que ça va marcher, donc t'as de plus en plus peur, donc tu te crises, enfin tu vois genre le classique du vaginisme quoi, t'as de plus en plus peur d'avoir du vaginisme, donc t'as encore de plus de vaginisme, enfin genre c'est nul quoi. Et du coup, genre, bah, moi, j'ai genre une relation de 5 ans où j'ai jamais fait de pénétration. Genre, je crois qu'on a réussi 2 fois, tu vois, en 5 ans. Et à un moment, j'ai dit, en fait, je veux plus essayer parce que, genre, je sens que si je le refais une fois, ce sera irréversible, quoi, quelque part. Genre, ça me fait péter les plombs, tu vois. Et du coup, on faisait du sexe en pénétration. On faisait même du sexe. Moi, j'ai fait du sexe habillé pendant 4 ans. C'était trop bien. Vraiment, genre, tu peux vraiment faire du cul, avoir des orgasmes habillés, genre, même en jean et tout, y a pas de soucis, tu vois. Et genre, et il y a plein de trucs à faire et. Bah du coup enfin moi je trouve que c'était cool et je considère que genre sur le coup je me disais ah ma vie sexuelle est ratée parce que genre je suis même pas à poil, tu vois. Et maintenant je me dis en vrai c'était cool, genre on avait souvent des orgasmes, on faisait du cul, mais avec le recul je me dis que c'était une bonne sexualité, tu vois, mais à l'époque on me l'avait pas dit et genre j'avais trop honte et j'en parlais à personne et genre je crois que c'est la première fois de ma vie que j'en parle, tu vois, genre c'est tellement nul d'avoir à ce point-là des injonctions que tu te dis c'est ça. Oh ma vie sexuelle doit pas être satisfaisante parce qu'on est pas alors qu'en vrai concrètement ça va, tu vois. Alors que toi t'es bien, tu le vis bien, mais tu te dis putain ça doit pas être cool parce que ça correspond pas à ce que la société attend de nous en termes de sexualité, les trucs le plus intime et privé du monde, et en fait et ouais bah du coup après quand j'ai genre cette relation s'est finie pour genre plein d'autres raisons que ça en fait, genre ça avait rien à voir. Et j'ai rencontré un gars avec qui j'étais hyper bien et genre ça a marché du premier coup, j'étais genre waouh je suis guérie, tu vois. Et genre du coup à chaque fois que je faisais du cul bah je chialais parce que j'étais trop contente, j'étais ah je suis toujours guérie, ça marche encore. Finalement ça a arrêté, bah ça fait 2 ans. Et en fait genre ça m'a détendu, enfin genre j'ai un peu le seum quand même, tu vois, parce que je me dis genre c'est pratique, tu vois, de pouvoir faire du cul avec un vagin, tu sais il y a des options, tu vois. Genre mais je me suis vachement plus détendue et le fait d'avoir été dans la communauté queer, d'avoir fréquenté du féminisme et tout, bah du coup je me suis dit ah bah genre c'est du sexe valable et genre enfin tu vois je me souviens d'une fois bah avec mon copain où je dis ah bah on a fait du cul genre tant de fois cette semaine, genre ah oui mais genre en gros c'était pas de la pénétration donc je l'avais pas compté, tu vois, genre hein. Et puis enfin voilà pour moi ça devient hyper valable parce que bah je sais pas je fais ça et je sais plus de quoi je parlais à la base mais ah si on parlait de la transition et tout, la justement. dysphorie génitale aussi. Et justement la période où j'ai pas eu de vaginisme dans ma vie c'était ma transition en fait, genre quand j'ai quitté mon couple hétéro et que j'ai dit que j'étais un mec et tout, et genre là d'un coup ça allait trop bien
Et genre, avant ma transition, du coup, j'avais genre un détachement. Enfin, c'était pas vraiment. Enfin, si, je pense que c'était de la dysphorie, mais genre, j'avais l'impression que c'était pas à moi, tu vois. J'avais vraiment l'impression que j'avais des organes, c'était genre de la viande, tu vois, qui était à l'intérieur de mon corps, mais elle était pas. Genre, c'était pas à moi, genre, juste c'était là, tu vois, par hasard. Alors que maintenant, j'ai plus du tout ce sentiment. Et justement, alors que j'ai transitionné et que genre, il y a plein de gens pour qui c'est l'inverse, et genre, je trouve que c'est intéressant comme les expériences sont différentes, parce que t'avais l'air de dire que toi, c'était le contraire, toi. Tu peux. Désolé, j'ai complètement décroché parce que c'est 5h du matin et j'en peux plus. Parce que je disais que j'avais moins de dysphorie maintenant que j'avais transitionné. Enfin, que j'avais savais que j'étais trans et tu disais que c'était vrai. Ouais, moi c'est totalement l'inverse. Enfin, genre, j'en avais pas avant et en fait, j'ai pris conscience du fait que j'étais trans et là, d'un seul coup, j'ai eu toutes les injonctions à genre, homme égale pénis, tu vois. Et en fait, ça m'a complètement mindfucké et maintenant, genre, j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal à utiliser mes parties génitales, quoi. Parce que c'est compliqué, la plupart du temps je préfère juste pas. Et en fait avec mon copain ça m'arrive de temps en temps, mais parce que je sais que je suis en confiance avec lui. Et en fait je sais pas, c'est presque comme si maintenant c'est du sexe vaginal, c'est comme si en fait j'avais juste envie d'en faire avec quelqu'un avec qui je suis vraiment très en confiance, alors qu'avant c'était vraiment quelque chose que je faisais de manière très régulière en fait, et avec de manière banale, et maintenant c'est devenu quelque chose de spécial. Et j'ai une petite anecdote à ce sujet, mais peut-être que je la garde en réserve pour tout à l'heure. Oh, quel suspense! C'est pour faire du watch time. Si j'en ai qui sont là depuis 10 heures, c'est vraiment pas restez connectés. À 6h du matin, l'anecdote de Guy. Non, tu veux dire quelque chose sur le sujet? Ouais, si, j'aimais tous les sujets sur lesquels je pouvais répondre. Ouais, vas-y, bien. Ouais, c'est bien. Moi, j'ai plein de questions Si, genre une par une, genre elles sont parties en mode salut! Mais du coup, j'ai pas forcément l'impression d'avoir plus ou moins de dysphorie aujourd'hui qu'avant. À savoir qu'avant, j'avais jamais eu de relation avant mon coming in. Et parce qu'en fait, je me sentais pas légitime, je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas avec moi. Je me suis toujours posé des questions, je me suis toujours longtemps demandé si j'étais gay, et je savais, a priori, non, j'étais pas gay. Et du coup, je comprenais pas. C'est ce qu'on disait tout à l'heure dans l'autre sens, genre en fait, tu sais que t'es queer, puis tu te dis non, mais je suis pas lesbienne en fait, tu vois. Et du coup, tu penses que t'es lesbienne ou gay, du coup, parce que tu sais que t'es queer, et en fait, non, genre t'es même pas attiré par les meufs, par les mecs, c'est juste que t'étais trans, mais tu savais pas, donc tu dis si je suis queer, je dois être lesbienne ou gay, tu vois. Ouais. Non, c'est tout à fait ça. Et du coup, oui, donc, je sais plus où j'en allais. Mais du coup, non, je disais que j'ai pas forcément. Et du coup, si, moi, ça fait 9 mois après que j'ai compris, donc c'est assez récent. Oui, après j'ai fait ma première fois en tant que meuf trans, avant même mon TH et tout ça, et c'était cool. Mais je pense que je dois, je me voyais vraiment pas en tant que mec avoir une relation avec une meuf cis. Du coup, j'ai fait la première fois avec une meuf trans, et j'ai connu que des meufs trans depuis, mais ouais, c'est voilà. Je sais pas trop où je vais remettre. Les expériences sont hyper diverses là-dessus. Parce que moi, je me demandais, j'ai souvent des questions, par exemple, des demandes de conseils sur quel sextoy utiliser en tant que personne trans, parce qu'il y en a très peu. Il commence à y en avoir un peu sur le marché. Qui sont marketés en tant que. Qui sont marketés. Je faisais des vidéos là-dessus. Ouais. Il y a Buck Angel, c'est ça, qui fait un sextoy qui s'adapte au dick-lip. Ouais, il y en a un certain nombre, des petites espèces de petits capuchons en silicone. Ventouse un peu, j'imagine. Ouais. Et c'est super intéressant et tout, mais bon, dans le marché actuel, de toute façon, tu peux trouver des trucs qui, de toute façon, s'adapteront à des personnes trans. C'est rush, quoi. Enfin, les versions low cost de ça n'existent pas encore, quoi. Enfin, low cost safe, hein. Mais, n'achetez pas vos sextoys sur Wish. Mais tu vois, par exemple, je sais que les strap-on qui rentrent dans le vagin, donc qui tiennent tout seuls, entre guillemets, et ça peut être super parce que ça peut faire de l'euphorie de genre, de se voir avec un pénis et de pouvoir pénétrer son ou sa partenaire sans avoir le harnais et tout. Mais en même temps, il y a des gens qui supportent pas l'idée d'avoir une pénétration dans le vagin et de sentir quelque chose dans le vagin, c'est ce genre de stimulation même. Et du coup, c'est compliqué.
J'ai une vraie question à propos de ces sextoys-là. C'est censé tenir parce que moi ça tient pas. Eh ben, il y en a des modèles, là on vient de m'en envoyer, qui sont super bien parce qu'en fait tu peux les bender, tu peux les plier et ils restent en place comme tu veux. Donc tu peux plus ou moins serrer l'angle entre la partie interne et la partie du sextoy devant. Et du coup tu peux la replier pour que ça tienne derrière ton os pubien. Et du coup, limite, ça s'accroche à ton bassin. Donc, c'est super stable. C'est beau la technologie. La technologie au service du cul. Ça dépend aussi de la taille. Maintenant, il y en avait même un, j'ai vu ça dans la vidéo, les sextoys du futur de Combini. Et du coup, c'était un strap-on comme ça. Et la partie interne est gonflable. Et du coup, ça peut se déployer à l'intérieur de toi. Trop bien. Et du coup, là, ça tient vraiment bien parce que c'est plus gros, quoi. D'ailleurs, j'en profite pour parler, j'avais testé un God ceinture. Donc c'est un God qui peut s'utiliser aussi, il a une base ventouse. En fait, il est érectile, c'est-à-dire qu'il y a un bouton sur le côté qui permet de... Comme ça, et j'avais trouvé le concept super, en fait. Parce que c'est vrai qu'il y a toujours ce truc de... moi, j'ai toujours eu beaucoup de dysphorie sur tout ce qui est érection, etc. Et c'est en partie pour ça que je me suis résigné à ne pas faire de phalloplastie parce que ça me convenait pas en fait. La partie sur l'érection en fait me convenait pas. Et du coup c'est vrai que j'avais trouvé ce sextoy là intéressant. Bon, inconvénient, il est méga rush. Je l'ai eu gratos parce que j'avais un partenariat avec une marque, donc c'est plutôt pratique. Mais bon voilà, c'est ça. Ça serait pas rentable. Ça permettait de packer aussi. Non, il est vraiment énorme. Si on pack avec, je suis vraiment la base est comme ça. Après il y a des versions plus petites, mais moi j'avais la grosse version. Voilà. Mais ouais, du coup, et c'est un truc c'est rechargeable, c'est adaptable sur tout harnais. Vraiment l'inconvénient principal, c'est que oui, c'est un sextoy qui est à 150 balles. Quoi. Donc c'est pas le plus rush des sextoys non plus, mais il fait partie des chers quoi. Je sais que si je l'avais pas eu par un partenariat, j'aurais jamais pu le tester parce qu'en fait c'est juste hors de mon budget quoi. Donc voilà, petite parenthèse. C'est encore hyper peu accessible. Même tous les accessoires qui te permettent de mieux vivre, d'être moins dysphorique ou des trucs comme ça, c'est trop. Alors les packers ça va, pour 10 €. C'est truqué. Pour moins cher avec deux chaussettes. Ouais, pour les binders c'est plus cher et puis pour les sextoys pour le coup après c'est aussi parce que c'est des matériaux qui doivent être particulièrement travaillés et tout alors pour le reste tu peux faire un truc un peu à la Zob ça va tu vois et tu peux pas mettre non plus n'importe quoi sur tes muqueuses il y a des limites. Et dans celle de tes partenaires, accessoirement, si t'as un peu de respect. Donc, c'est vrai que c'est plus cher. Je sais pas si tu voulais prendre la parole tout à l'heure, et après, je sais pas, il y a Louise qui est apparue et... Non, mais je disais, du coup, j'ai noté un peu tous les sujets qu'il y avait eu depuis mon mode zombie. Tu fais un petit peu en plusieurs parties, tu vois. C'est ça. Mais moi, du coup, ça fait plus de 2 ans que je suis en couple avec un mec trans, étant moi une femme trans. On est tous les deux, du coup, trans et bi, un peu à notre sauce, du coup. Et avant, on avait connu que des personnes cis. Et en fait, du coup, on avait tous les deux beaucoup de dysphorie partout sur notre corps. Et c'est vrai que notre relation nous a permis de dépasser énormément de dysphorie et de comportements cis-normatifs et hétéronormatifs, que ce soit dans notre quotidien romantique, amoureux et sexuel, en fait. Et du coup... pour revenir un peu... je fais son vécu de personne trans, en fait, il y a plus de 3 ans. Et du coup, ouais, c'est vrai que lui, c'est un vieux de la vieille niveau transition. Ça fait plus de 7 ans qu'il est hormoné et tout ça, donc du coup, il était plus... il était plus avancé dans sa transition, alors que moi, j'étais vraiment the baby dans le truc. Bonjour, je ne connais rien, je ne sais pas comment on fait, je sais pas trop comment gérer mon corps, gérer ma dysphorie, gérer mes relations, et du coup... c'était vachement cool que j'ai pu évoluer là-dedans et que lui aussi, du coup, ça te permet d'évoluer aussi à travers une relation comme ça. Je pense que c'est vraiment une des meilleures choses qui a pu nous arriver à nous deux, quoi. Je vais appuyer parce que je suis en train d'attraper un torticolis. Et ouais. Donc voilà, et après, ouais, je sais pas. Je pense qu'il y a le côté... on est tous les deux trans, on est tous les deux pas hétéros aussi, du coup, qui fait que du coup...
Ouais, parce que j'imagine que ça change beaucoup de choses aussi. Enfin, genre, ouais. Enfin, des mecs trans hétéros que j'ai vus de loin, tu vois, ça avait l'air pas ouf. Ouais, c'est pas pour stigmatiser les hétéros, mais genre les groupes Facebook de mecs trans qui sont genre un peu plus hétéros que queer, tu vois, enfin qui sont juste trans, quoi. C'est quand même, j'ai l'impression des fois pire que les mecs cis parce qu'ils sont en mode il faut absolument qu'on joue le jeu, tu vois, et des fois je suis genre. Bah, il y a une performance de la masculinité ouais, qui ça. est très vite toxique, en fait. Pour moi, genre, les mecs trans et les mecs trans queer, il y a vraiment genre deux groupes qui, dans leur comportement, dans leurs objectifs et tout, sont assez genre, différents. il faut être super viril et tout. Ben ouais, genre, enfin, non, je sais pas, c'est peut-être juste de voir des mecs qui parlent de leur meuf qui me fait bizarre, juste ils sont hétéros, pour moi c'est chelou, mais ouais, il y a un truc où. Enfin, je sais pas, genre, je trouve qu'ils parlent vraiment comme des hétéros, mais un peu cliché, tu vois, genre en mode ouais, ma meuf, machin. Comment on fait du sexe ensemble, mais je sais pas, mais pas d'une manière pas comme ici, enfin je sais pas comment dire. Et ouais, il y a un truc de performance genre mais c'est pas du tout pour me moquer que je dis ça, mais genre tu vois, genre je prends des selfies en mode je fais les sourcils et je suis torse nue dans ma salle de bain avec des abdos et un peu de haut comme ça et je fais la gueule, enfin je sais pas, tu vois, genre plein de faire la gueule sur les selfies pour améliorer son passing en début de transition. C'est un vrai truc. J'ai regardé toutes mes anciennes photos de profil, je suis comme ça. Moi je fais ça, mais quand j'avais 13 ans, j'avais déjà tilté qu'il y avait toutes mes photos de profil, je suis genre mais c'est pas du tout pour genre me moquer ou juger les gens, parce que genre c'est aussi, tu vois, chacun gère sa dysphorie et sa transition comme il peut, tu vois, et tout n'est pas toxique. Enfin je veux dire, si t'as envie de faire des selfies torse nu dans ta salle de bain en fronçant les sourcils, ça fait de mal à personne, tu vois, genre clairement. pourquoi pas. Après il y a aussi des trucs qui sont toxiques dans une performance de la masculinité qui devient genre violente pour les meufs par exemple, donc là il y a vraiment un souci. Mais j'ai l'impression, enfin je sais pas, peut-être que je me trompe complètement, hein, mais de l'expérience que j'ai en ligne en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a un peu genre les mecs trans qui sont genre PD, tu vois, ou différents genre goûts de et ceux qui sont genre hétéros et en mode il faut qu'on soit des vrais garçons, et enfin je sais pas, peut-être que c'est cliché ce que je dis, complètement con, genre vous avez le droit de me dire. J'ai eu l'impression que tu me regardais en disant ça. Ah non non, pas non, mais je me sentais concernée alors. en fait non, c'est aussi que je t'ai regardé parce que je sais que genre moi je fréquente beaucoup des milieux en ligne et que forcément ça crée des bulles qui sont pas forcément réelles en vrai, tu vois, c'est à dire qu'il y a des genre, tu vois, il y a genre un groupe Facebook qui s'appelle Faire taire le mal, je sais pas, FTM, Faire taire le mal. Il y a aussi genre... FTM, Fitness Musculation. J'en peux plus. Alors, je fréquente et qui est genre vachement connoté, genre mec hétéro, machin, mais comme on s'en fait cette idée, ça s'auto-nourrit parce que du coup, genre, c'est les mecs qui correspondent à ce cliché qui vont parler dessus, alors que genre, nous, on va faire un autre truc ailleurs. Et donc, peut-être que dans la réalité, et comme je me dis, toi, tu bosses plus en asso que genre sur internet, peut-être que t'as une expérience qui est vachement différente. Eh ben, des mecs trans pour qui la virilité de type classique c'est important, j'ai l'impression qu'il y en a, mais j'avoue que j'en fréquente pas trop. Bah c'est vrai, c'est un des assos. En tout cas, c'est pas forcément ceux moi, qui vont fréquenter les assos LGBTI non plus, quoi, du coup. Pas forcément, ouais. Et puis ouais, je pense que c'est pas ceux que je vois le plus de manière générale. Mais il y en a, hein, bien sûr. Moi, encore, enfin, voilà, je dis juste que c'est mon ressenti en ligne, mais ça se trouve, c'est pas genre vrai dans les faits et sociologiquement, je veux pas du tout dire que genre ça se passe comme ça dans la communauté. Je pense qu'il y a la même chose du côté féminin. Du côté des femmes trans, il y a des femmes qui vont être plus queer toute leur vie parce que c'est plus leur personnalité. Et il y en a d'autres qui vont performer le genre et être méga bonnes dans les standards de la femme bonne, tu vois. Au-delà de la question de c'est leur personnalité, je pense qu'il y a aussi une vraie question de quoi tu veux que ta vie ressemble, peut-être, parce que il y a pas mal de générations plus anciennes qui sont arrivés dans un contexte social qui était moins ouvert que le nôtre. Pas beaucoup d'autres choix que de genre essayer de performer. Qui ont dû faire beaucoup de pression, il n'y avait pas le choix, Il y a une question d'objectif en fait. Enfin, si t'as l'intention d'être stealth, tu vas pas forcément genre traîner dans les milieux LGBT. Enfin, je sais qu'il y a des personnes trans qui sont en mode bah j'ai besoin de faire ma transition pour genre être bien, mais une fois que c'est fait, genre c'est fait, tu vois, c'est fini, et puis genre je vais faire ma vie. Et genre, et c'est pas du tout un truc que je juge, enfin genre, tu sais, il y a des gens, ils ont juste envie de faire leur transition et après ils font leur vie, et genre ils ont pas envie d'être trans, tu vois, genre toute leur vie, c'est pas genre un projet de vie, tu vois. Alors que voilà, et qu'il y a des gens qui sont, bah déjà quand t'es pas hétéro, tu dis que genre même si tu genre finis entre guillemets ta transition et tout, ben genre tu seras toujours queer, c'est foutu quoi. Donc enfin je pense que ça change aussi ta perspective si tu dis que genre tu vas pouvoir faire ta transition et après vivre ta vie de 6-7 et ben alors que quand t'es pas hétéro, tu peux même pas te projeter là-dedans, donc déjà... et c'est vrai que j'ai du mal à comprendre, parce que du coup, quand tu vis ce que tu vis en faisant une transition, en te rendant compte de ta place politiquement dans la société, et de ton rapport aux autres, et de comment il est genré,
et de tous ces rapports de domination qui irriguent toute notre vie, c'est vrai que j'ai du mal à imaginer, moi, à titre personnel, comment on peut se dire qu'on peut vivre ça et puis tirer un trait là-dessus. Genre, c'est bon, c'est fini. Et après, vivre dans une nouvelle vie avec des nouvelles données. Moi j'ai du mal à le comprendre, mais après c'est vrai que je peux accueillir des gens en association qui sont dans ce postulat-là, et dans ce cas-là, tu parles du principe que c'est leur vie, c'est leur principe. J'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui veulent. J'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui veulent vivre leur vie et que ça soit oublié qu'ils sont trans. Bah ouais, je pense que vraiment, on n'a pas du tout les mêmes objectifs, le même rapport à la visibilité. Et de plus être considéré comme une personne trans pour ça s'appelle être stealth. Ouais, c'est ça. Oui, c'est vrai que j'ai dit le mot, mais en fait j'ai passé être stealth. Ça veut dire genre faire sa vie dans son genre d'arrivée, entre guillemets. Et sans que genre les gens autour de toi sachent que t'es trans. Genre, juste alors qu'il y a des gens qui vont beaucoup plus militer, même post-transition, quand la transition est considérée comme finie, ils vont continuer à avoir cette attitude, ce mode de vie, même si ça peut presque être un lifestyle d'être queer, parce que t'as tout l'environnement. Quand tu passes ta nuit, quand même, ça devient un hobby, tu vois. Il y a une culture maintenant queer, donc voilà, si t'es vraiment là-dedans à fond, toute ta vie t'es queer et t'es dans les milieux LGBTI+. À noter que quand même les milieux, le milieu qui est très lesbiens, féministes, tout ça, a tendance à accueillir plus les mecs trans lorsque c'est des bébés mecs trans, et que les mecs trans, une fois qu'ils commencent à avoir de la barbe, des hormones et tout ça, sont plus forcément les bienvenus dans des milieux qui sont régulièrement misandres, et justifient ça par le fait que la misandrie n'est pas une oppression systémique, et que du coup les mecs trans qui sont gays, ils se retrouvent plutôt dans la communauté gay au fait. Et puis aussi que les mecs trans hétéros, même s'ils voulaient être queer, enfin genre participer à la communauté queer, on leur laisse pas vraiment d'endroit, c'est-à-dire que dans les milieux lesbiens on va leur dire vous êtes des garçons, dans les milieux gays on va dire vous êtes hétéros, et que genre dans les milieux trans on va dire vous êtes hétéros quoi. Je sais pas, tu vois, je me dis j'en sais rien, mais j'ai l'impression que je me demande aussi quelle place on peut laisser à ces quelle place on laisse matériellement à ces expériences-là actuellement dans la communauté queer. Je me pose juste la question, j'ai pas de... Et je connais pas de toute manière. Si, j'en connais un. J'ai une caution mec trans hétéro. Il y a un truc, on n'est plus trop sur la sexualité. Ouais. Bon, de toute façon, vu l'heure. C'est après. Queer, nouvelle mode, thinking. Commentaire pertinent. Est-ce qu'être queer est une mode? Il est 5h30 du matin, c'est pas... Non, mais parce que, tu vois, j'ai vraiment des gens autour de moi qui se sont dit, mais c'est bizarre quand même que d'un coup il y ait plein de trans autour de nous. Pourquoi sur les réseaux sociaux d'un coup il y a autant de gays, de LGBT? On était là avant, vous nous voyez juste pas. Ouais, c'est ce que je réponds à chaque fois. Après ils pouvaient pas parler, ils pouvaient pas s'exprimer. C'est ça, on parle plus en fait, parce que sur internet, n'importe qui peut parler aussi en fait, alors que sur les médias, il faut attendre que genre les médias aient envie que tu parles pour que tu parles. Voir de plus en plus de gens faire leur coming out, s'affirmer, vivre comme ils sont, etc. En fait, ça donne de la force à d'autres pour faire leur coming out aussi. Et c'est pas que ça donne des idées et qu'à la base, la personne n'aurait jamais pensé à une transition et voit des personnes trans et se dit oh chouette, je vais faire pareil. C'est que genre c'est la personne, enfin moi ça a été mon cas en tout cas, j'ai lu des témoignages de personnes trans. En fait, je me suis dit waouh, c'est marrant parce que j'avais jamais entendu le mot transgenre avant. Je connaissais transsexuels quoi, mais Salut Laurier. Bonjour. Salut. Je viens squatter. C'est censé parler dessus, mais c'est plutôt libre actuellement. Mais je sais plus ce que je voulais dire. Oui, tu t'avais pas entendu parler de questions trans, tu te oui, retrouves voilà. dans le Et c'est en fait, c'est me retrouver. En fait, voilà, c'est ça, c'est me retrouver. C'est pas que ça me donne des idées ou quoi que ce soit, tu vois. C'est juste me retrouver dans les témoignages des gens. En fait, avant. Ouais. Il vient d'arriver. Enfin après, je fais partie de ces personnes trans qui moi je considère que j'ai été une femme à un moment de ma vie et que je suis devenu un homme. Enfin après. C'est comme ça que je considère les choses, c'est ok de dire j'ai toujours été un homme, j'ai toujours été une femme, etc. Moi c'est juste pas comme ça que je vois ma transition, enfin, j'ai été une meuf cis hétéro et c'est plus le cas aujourd'hui quoi. Et voilà. Je sais plus pourquoi je disais ça, mais... Non, mais je disais sur la pseudo-mode...
Si je peux me permettre, il y a un parallèle assez intéressant à faire au niveau des communautés handi, parce qu'il y a exactement... C'est exactement ce que je me suis dit aussi. Il y a exactement les mêmes reproches qui sont faits en termes de... Oh là là, mais maintenant il y a des... ou autiste ou je sais pas quoi. Tout le monde a le CED. C'est encore autre chose, mais aujourd'hui j'ai lu quelque chose qui disait et en fait la médecine moderne fait que tous ceux qui crevaient d'allergie, tous ceux qui se posent là. Pardon, c'est quoi? On se sait. J'ai pas suivi. Ah, vous voulez que je vous explique? Allez, oui, allez, vas-y, infodump-nous sur le HSD. Infodump. C'est de la merde. Alors, il se trouve que le zèbre, normalement, c'est le symbole des maladies rares, dans le sens maladies rares, parce qu'on apprend aux médecins, c'est un dicton en anglais, c'est quand tu entends le bruit des sabots, tu penses à un cheval, pense pas direct à un zèbre. Sauf que des fois, c'est un zèbre. Voilà, sauf que des fois c'est un zèbre et qu'il faut pas partir du principe que tu t'en rencontreras jamais dans ta vie, parce qu'a priori si les gens sont dans ton cabinet déjà, il y a une raison. Ils sont peut-être malades. Voilà, déjà. Que les malades chroniques, ils vont plus souvent chez le médecin que les autres. Et que... en même temps. Non, pardon, voilà, et après on arrive à des problématiques qui sont assez différentes, parce que il y a actuellement plusieurs visions de médecins qui s'opposent sur le syndrome d'Ehlers dans l'os. C'est une maladie chronique qui fait mal en gros pour ceux qui arrivent là par hasard. Voilà, ça fait mal, c'est chiant, ça a été pas reconnu, ça touche surtout des meufs, donc c'est pas très intéressant. On s'en bat les couilles. Voilà, ça a plein de comorbidités nulles comme une maladie qui te rend allergique à n'importe quoi, ou l'endométriose, ou le lipodème. Mais les médicaments pour l'endométriose renforcent le CED, donc c'est un peu un cercle qui s'auto-nourrit. Ça dépend des hormones. Enfin non, mais oui. Le lipodème qui du coup est en gros, oh tiens, je vais stocker du gras et tu pourras jamais t'en débarrasser. C'est sympa, ça touche. Ça fait toujours plaisir. Ça touche un bon pourcentage de la population, vous savez aussi. Et voilà. Sauf que certains médecins se sont rendus compte que, en fait, des gens à CED, il y en a un peu plus que, surtout des gens avec le CED hypermobile, parce que pour le coup, les autres formes peuvent vraiment être considérées comme rares, puisqu'il y a des critères précis, on a des tests génétiques pour ça et tout ça, donc voilà, a priori, ceux-là, on a une meilleure idée de à quel point est-ce qu'ils sont présents dans la population. Mais le CED hypermobile, qui actuellement est diagnosticable en France, en tout cas uniquement par test clinique, il me semble qu'il y a des trucs génétiques qui ont un peu été... Test clinique, ça veut dire que tu évalues les symptômes et que si tu as un certain nombre de symptômes, on considère que tu as une maladie, mais qu'il n'y a pas de test, genre on fait une radio et ça se voit, ou on fait un test génétique et ça se voit. Voilà, un des problèmes du CED, c'est que ça se voit pas aux imageries. Et du coup, c'est assez compliqué de dire comme à un t'es médecin... meuf, on te dit bah non, c'est bon, ça va. T'as mal, c'est normal. C'est normal. Je suis en feu aujourd'hui. Voilà. Et le problème, c'est que les médecins refusent d'admettre que ça pourrait être une maladie pas rare, parce qu'ils ont décrété que c'est une maladie rare, donc il faut pas en diagnostiquer trop de gens. Parce qu'ils savent pas la diagnostiquer, donc s'il y en a beaucoup, ça la fout mal. C'est ça en vrai. On doit avouer qu'on est incompétent, c'est chiant. Ouais. Parce que ça fait perdre des subventions, puisque toutes les subventions sur des maladies rares, elles partent ailleurs, si soudain c'est une maladie vachement plus commune. Parce que ça veut dire qu'il faudrait former beaucoup plus de médecins pour la détecter beaucoup plus, parce qu'actuellement on a un manque criant de spécialistes. Et du coup, tu pourras pas faire des dépassements d'honoraires si t'es pas que 3. Tu vas genre et faire genre 300 € de dépassement d'horaire pour faire une échographie. Ça alors? Je ne vise personne. Non, suivez mon quart. Voilà, et il y a des bails assez crades sur le CED, notamment The Ehlers dans l'os Society, qui a accaparé le zèbre comme symbole uniquement du syndrome d'Ehlers dans l'os et de rien d'autre, alors qu'au départ c'est pour les maladies rares et qu'a priori on se bat justement pour en plus du coup. Mais voilà, on se bat justement pour que ce soit plus considéré comme une maladie rare et plus comme je sais pas comment est-ce qu'on peut appeler ça, un truc qui arrive. Voilà, ça arrive, je sais pas, genre le diabète ou c'est pas une maladie rare. Voilà, ça arrive. Juste ça arrive et on devrait avoir des gens qui seraient capables de dire de manière fiable oui, en moins d'un an et demi. Je pense que c'est le CED. Voilà, en moins d'un an et demi. Et encore un an et demi, c'est pour moins 2200 €. Et un an et demi, c'est court. Enfin, la moyenne de temps de diagnostic du CED, c'est 21 ans. 21 ans, j'avais 15. Ouais, okay, c'est déjà pas mal, hein, 15. Ouais. Mais... Et c'est 2 fois moins pour les mecs 6, alors qu'ils représentent que 10% des patients. Voilà. Ouais. Du coup, ouais,
Et c'est plutôt... C'est pas le temps du diag, c'est genre le temps entre les symptômes, les débuts des symptômes et le diag, hein. C'est pas genre 21 ans de file d'attente chez le médecin. Non, non, par contre, les temps d'attente pour le médecin, là, sont entre 1 an, voire 1 an et demi pour certains cabinets, et plutôt 2-3 mois pour d'autres cabinets, mais qui font des dépassements d'honoraires beaucoup plus conséquents. Et pour les centres spécialisés qui sont reconnus et qui ont des critères extrêmement drastiques pour que tu rentres dans les cases de la maladie rare et qu'il n'y ait pas trop de gens qui soient diagnostiqués, c'est comme l'autisme en fait, un peu genre. Tu leur envoies un mail et peut-être un jour ils vont te rappeler dans des années et te dire oh ok. Voilà, et ils te demandent des dossiers super extensifs avec 1000 millions d'imageries, et puis en fait ils vont faire traîner le dossier et oh votre dossier est trop vieux, c'est dommage. Pour refaire les imageries du coup parce que c'est pas assez récent. Voilà, c'est pas assez récent. C'est pas comme si ça se voyait aux imageries cette maladie à la con. Et voilà. Et maintenant, il y a un nouveau truc, c'est le syndrome d'hypermobilité généralisée. C'est un peu comme le CED, mais c'est moins sévère, et du coup, on va pas aider ces gens, alors qu'en vrai, c'est juste... C'est les mêmes critères de diagnostic et c'est les mêmes soins. Voilà, c'est les mêmes symptômes. C'est la même chose, juste dans un cas, tu considères qu'il y a de l'hypermobilité, mais pas trop les comorbidités, les symptômes à côté, et alors que les CED, parfois, ils peuvent avoir moins d'hypermobilité, mais plus de symptômes. Ouais, c'est un peu random. Ils ont un peu fait genre, oh, on va faire 2 catégories au lieu d'une pour voir ce que ça fait. Bah oui, c'est juste pour dire cela, ils sont moins malades, ils ont besoin des mêmes soins, mais ils sont moins malades, donc on va pas les aider, on va pas leur rembourser tous leurs trucs. J'ai énormément de sel par rapport à ce qui se passe au CED en ce moment, c'est horrible. Vous l'avez remarqué peut-être. Non, c'est ici qu'on récolte la moitié du sel français et la moitié du CED français aussi. C'est vrai. J'imagine que du coup, ça doit donner lieu à de l'errance médicale qui doit être un enfer, quoi. Enfin, de l'errance médicale. Ouais. À peu près. Et... Enfin, puis en plus, genre, il n'y a pas 2 gars qui utilisent les mêmes critères pour diagnostiquer, donc genre, suivant comment t'as du bol, peut-être on va te dire oui, peut-être on va te dire non, tu vois. Mais oui. Et c'est comme l'autisme en fait, hein. C'est les mêmes délais, c'est les mêmes problèmes de merde, c'est la même misogynie, et c'est le même genre, en fait, c'est complètement aléatoire, tu peux avoir des faux positifs, des faux négatifs, en fait, tu sais pas ce qui se passe, tu vois, genre. Et c'est le même truc en fait, il y a une énorme partie de la population qui est concernée, et pour le coup, il y a pas mal de comorbidités de CED qui touchent beaucoup les femmes, dont on a les chiffres. On sait qu'il y a entre 5 et 15% de la population qui a une forme de syndrome d'activation mastocytaire, donc la maladie dont je parlais qui te rend allergique à tout. Même si c'est des formes très très mineures, et ben il y a énormément de gens dans la population qui devraient pouvoir être traités pour ça, voilà. Et c'est pareil pour le lipodème, on considère qu'il y a 10% des meufs qui sont concernées, d'où une maladie qui touche une meuf sur 10. C'est pas un truc connu par tout le monde. C'est même pas possible de se faire traiter en France pour ça de manière remboursée. Le seul moyen, c'est de faire une liposuction avec une technique spéciale inventée spécialement pour le lipodème. Et il faut aller en Allemagne et payer genre 100 000 € pour se faire opérer. Pour un truc qui touche 10% des meufs là, qui ont dit non, vous êtes trop grosses, faites du sport. D'ailleurs, j'allais demander, mais c'est vraiment franco-français cette errance médicale par rapport au CED? Enfin, comment, au niveau international, comment c'est géré ça? Alors, ça dépend complètement des pays. Par exemple, en Australie, c'est la merde. Au Royaume-Uni, il commence à se poser des questions vraiment entre les liens entre autisme et CED, sur ah oui quand même il y a un tiers des CED qui ont l'air d'être autistes, il y a un tiers des autistes qui ont des problèmes de collagène. Peut-être lorsque tu es diagnostiqué de là, on va te faire passer les tests pour l'autre pour voir un peu mieux. Mais voilà, c'est aléatoire. Et aux États-Unis, c'est à peu près la même situation qu'en France, de ce que j'ai lu, mais avec un peu plus de libéralisation du système de santé, puisque là on a un système qui repose entièrement sur le fait de payer des assurances santé extrêmement chères pour se faire rembourser très très peu. Et voilà, du coup globalement si t'as pas d'argent, c'est un peu dommage. Donc pour le CED, la merde, c'est pas que franco-français. C'est pas que franco-français, même si les Français sont très forts pour... J'ai l'impression que c'est un peu comme l'autisme, c'est-à-dire que c'est la merde partout, mais quand même surtout chez nous, tu vois. Il y a un niveau de merde supérieur. Quand tu vois, l'errance médicale pour tout n'importe quoi, en France, il y a vraiment rien qui marche. L'errance médicale pas trop cher, mais sinon ça marche pas quand même. Pour des problèmes qui ne sont pas des handicaps, tu vois. Par exemple, je suis en errance médicale depuis 9-10 mois par rapport à mes 2 épaules. Je sais pas ce que j'ai un mal de chien. On voit rien à l'échographie, on voit rien à la radio, on voit rien à l'IRM. Mon médecin a décidé que j'avais rien et il m'a filé du tramadol pour la douleur. Et en fait, du coup, je me retrouve à aller voir une kiné qui me dit ah ouais, c'est peut-être une tendinite, mais mais du coup, je sais pas, ils sont tous là à voir leurs petits trucs et enfin leurs petites hypothèses sur ce que j'ai. Donc je suis là, genre oui,
j'ai mal. Vos solutions Principalement, ne marchent je pas. sais ce que j'ai, hein, j'ai J'ai mal. mal. J'ai mal. Oui, mais j'ai mal. Et vraiment, j'ai eu cette conversation nulle avec mon médecin. Il m'a regardé mes résultats d'IRM. Il m'a dit, mais vous avez rien. Je dis, oui, mais j'ai mal. Il me fait, mais vous avez rien. Je dis, oui, mais j'ai mal. Il me dit, oui, mais vous avez rien. Et je dis, oui, mais vraiment, j'ai mal. C'est les médecins qui disent, bonne nouvelle, vous n'avez rien. Et t'es genre, c'est une mauvaise nouvelle. Hein. C'est la pire nouvelle Vous pouvez ever. pas me dire que je me suis cassé un truc, que ce soit fini. Non, mais c'est ça. Voilà, et pour conclure, parce que du coup, on a parlé de l'Ocapi tout à l'heure, c'est juste pour terminer, du coup, il y a certains, enfin, il y a des comptes, notamment sur Insta, où il y a une grosse communauté malade chronique. Des gens ont voté, se sont organisés, ont décidé qu'on pourrait prendre l'Ocapi comme symbole du CED en tant que maladie pas rare comme le zèbre, mais on a un symbole aussi avec des rayures et tout ça, et on n'a pas besoin de voler toute la, comment dire, on n'a pas besoin de prendre toute l'awareness des maladies rares pour se l'approprier, puisque du coup c'est pas une maladie rare, c'est juste une maladie qui devrait être mieux reconnue. Mais l'Ocapi c'est pas plus rare que les zèbres. C'est ce que j'allais dire aussi. C'est les autistes dans le coin, c'est pas très cohérent quand même tout ça. C'est vrai, la symbolique est sur le semi-rayé, je pense. Oui, le zèbre, ça a aussi été repris par les HP, non? Alors, oui, et c'est la merde. Oui. Enfin, c'est clairement, c'est non. Non. Enfin, les malades chroniques rares étaient là d'abord. Ouais, ah oui, non, mais c'est ça. Mais genre, ma mère, elle est vraiment à fond là-dedans, dans tous les trucs Diag HP et tout. C'est plutôt effrayant. Ouais, j'ai eu aussi un Diag HPI, j'étais pas du tout autiste en dépression, non, j'étais HPI. Ouais, pareil. Non, mais c'est ça. Et puis tous les gens qui sont là, genre, non, mais c'est formidable, tu es plus intelligent que la moyenne. Quoi Sinon je peux aller en thérapie. Non, ça marche pas. Non, mais c'est ça. Non, ça va pas me guérir de votre intelligence, hein, donc c'est pas la peine d'essayer. C'est ça. Bon, bah, on m'a proposé 0 solution, quoi. Je me suis fait délester de 200 boules et c'est pas vrai, je suis quand même 0 solution. complètement con à un moment, soyons honnêtes, tu vois, genre, on nous ment. Ah ouais, c'est ça, j'ai la capacité émotionnelle d'une petite cuillère, genre, on parle d'HPE et d'HPI. Non. De quoi? J'arrive pas à aligner 3 mots. Voilà. Mais c'était bien phrase. Merci. Pour revenir à ce que tu disais sur le côté, mais vous avez rien. Mais le nombre de fois aussi, pareil, j'ai passé des examens en disant, bah j'ai eu tel symptôme, tel symptôme, tel symptôme. Mais du coup, on n'a rien vu à la radio, on n'a rien vu à l'écho, et du coup, non, bah il n'y a pas ça dans votre estomac, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Et en fait, t'as ce moment où t'aurais dit, bah j'aurais préféré que vous trouviez quelque chose, parce qu'au moins vous auriez peut-être pu me donner les médocs qui allaient avec, et comme ça j'aurais plus mal. Moi je me souviens, la première fois qu'un radiologue m'a dit, je suis désolée, j'ai rien trouvé, j'ai cru que j'allais lui chialer dans les bras, tu vois, j'étais genre, vous comprenez ce qui est en train de se passer. Et il avait vraiment l'air genre trop triste, genre. Parce que j'y suis venue 2 fois dans la même semaine pour genre 4 articulations différentes, tu vois, et t'es genre, à chaque fois, elle était genre, non, y a rien non plus, tu vois. Et à la fin, elle me dit, je suis vraiment désolée, genre, on n'a rien vu sur les radios et tout. Enfin, j'espère que genre, vous allez trouver. Et j'étais genre, ah, bébé. Et c'était chouette. Et du coup, pour accrocher le sujet avec la question des militantistes. Du cul. Je peux vous parler de cul en étant malade chronique si vous voulez. Ah oui, c'est super intéressant. Vas-y, parle quand même. Sur la question de la place du patient ou de la patiente par rapport à ses soignants, il y a des trucs qui ont été super cool grâce au militantisme queer, genre bon, faut en parler parce que c'est quand même dans nos milieux, c'est vraiment un truc bon, qui est super, qui a pris beaucoup de place en tout cas. Le VIH/SIDA, ça a amené beaucoup de choses qui ont changé la relation patient-soignant. Et notamment, il y a eu aussi les patients qui ont, à un moment, pris des places de collaborateurs, mais ils l'ont décroché, quoi. Et du coup, ça a amené des choses très intéressantes. Moi, c'est un truc que je peux voir aussi dans le titre perso, dans ma vie, en étant une personne trans et en collaborant avec mes médecins sur les questions de soins et de suivi. Je sais que la plupart des personnes trans n'ont pas cette chance-là, et je souhaite que tout le monde puisse venir à ça un jour. Voilà, ce serait vraiment chouette. C'est qu'on a besoin de soignants qui sont formés. Avez-vous entendu parler d'espace santé trans? Non, je ne sais pas. Si, c'est l'asso où j'ai dit que tu venais, et en fait, pas du tout. Ils m'ont écrit sur ça, mais on dit, on le connaît pas, lui. Tu sais, genre, Espace Santé Trans t'as dit que Elian venait, on n'a pas d'Elian dans notre asso, c'est qui? Ils avaient l'air un peu flippés, genre,
Et je dis genre, ah non, en fait, tu viens pas du tout de chez vous, pardon. C'est moi, j'ai juste écrit n'importe quoi sur Twitter. Non, c'est mon émissaire. C'est pas grave. Et ouais, du coup, simplement pouvoir avoir une place de collaboration dans son soin en étant expert de son ressenti, de son expérience. Et effectivement, on n'a pas forcément la place de quelqu'un qui a fait 10 années d'études, on n'a pas le même savoir, mais c'est complémentaire. Et du coup, c'est quelque chose que tout le monde devrait pouvoir vivre, quoi. Genre, d'arriver avec son expertise à soi. Ouais. Je vais continuer sur cette thématique. Enfin, c'est plus par rapport à l'errance diagnostique et tout ça, mais si vous êtes mal chronique, vous le savez déjà, mais si vous l'êtes pas, sachez que Dr House vous ment. Les médecins dans la vraie vie ne cherchent pas. Ils sont pas en mode ce patient a tel et tel symptôme est-ce qu'il aurait pas cette maladie extrêmement rare, je vais faire un check-up. Je vais faire une liste des symptômes pour voir s'il y a des moisissures sous son évier. Genre ils vont faire ça. Il y a même un limite surprise que je revienne après que les échographies étaient négatives, m'a dit genre en mode vous voulez que je fasse quoi pour vous, genre je peux vous envoyer voir un deuxième rhumatologue si vous voulez, tu vois, genre ok. T'es en mode je sais pas, tu sais, j'ai fait des radios, genre qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, et c'était même pas genre vous êtes pas malade, mais je dis genre je vous crois vraiment que vous avez mal, mais juste genre vous voulez que je fasse quoi en fait, tu vois, sur cet émission, genre je sais pas. Pour rebondir sur Dr House, je trouve que ça a vachement contaminé une certaine génération de médecins qui ont regardé ça parce que, enfin, en tout cas, je l'ai vu refléter sur les réseaux sociaux, bien sûr, et avec toujours ce côté, le patient vous ment toujours. Et ça a complètement, enfin, tous les médecins, enfin, la majorité des médecins, des soignants que j'ai pu voir en ligne ils partent de ce principe et ils sont à fond dans ce principe. Ils ont pris ça comme leitmotiv et c'est horrible. Quand tu es justement en errance médicale ou des choses comme ça, et qu'on part du principe que le patient te ment sur ses symptômes, qu'il te ment sur son vécu médical, qu'il te ment... Les gens, arrêtez de vous fier à Dr House, c'est de la fiction. Lisez plutôt Martin Winkler, c'est bien. Voilà, Martin Winkler, il parle pas mal de ça, notamment dans le cas... stérilisation volontaire aussi. Oui, aussi, mais dans le cœur des femmes, il y a un gros truc sur le fait que oui, les patients mentent, mais c'est pas ton rôle c'est pas ton rôle de leur dire non, vous mentez, c'est faux. C'est pas ton rôle de chercher absolument la vérité, ton rôle c'est de les aider et de trouver... Ça s'interprète, il y a des raisons de mentir. Oui, voilà. Si vos patients vous mentent, c'est pas que c'est des mauvais patients, c'est que vous êtes un mauvais médecin en fait, tu vois, genre. Il y a une crainte quelque part. Enfin, il peut y avoir d'autres raisons, mais je veux dire, non, genre, pourquoi vous dites que c'est la faute des patients et que vous demandez pas pourquoi les patients osent pas vous dire la vérité, tu vois. Ça peut venir du fait qu'à force de dire la vérité à des médecins, on s'en est pris tellement plein la gueule que quand on va voir un nouveau médecin, on lui ment en fait. Ou pareil, souvent c'est un truc de femme, mais on va dire oh non, mais cette patiente elle est hystérique, de toute façon elle abuse sur ses symptômes, ses douleurs et tout. Je prends le cas de l'endométriose, on en parlait tout à l'heure. Souvent il y a de ça de non, mais vous avez des douleurs de règles, et puis vous êtes un peu hystéro, donc vous en rajoutez un peu, voilà, bon. Il y a 10%. Ils prennent pas au sérieux. 10% des utérus qui... C'est juste 10% des utérus qui sont nuls. Voilà, et genre, comment est-ce qu'on n'apprend pas aux généralistes à diagnostiquer ça? C'est vraiment pas compliqué, juste tu fais un papier, tu dis bonjour, suspicion d'endométriose, IRM, bonne journée, tu vois. Ça va, je veux dire, c'est pas... Il faut juste que les mecs qui fassent l'IRM sachent ce que c'est, parce que sinon il y a aussi ça comme souci, mais... Et du coup, tu voulais parler de sexualité en tant que personne. Oui, c'est ce qui est écrit sur l'écran. Il faut parler du tout. Qui ça, quoi? Non, sur l'écran, il y a marqué qu'on est en train de parler de sexualité sur le titre, alors que c'est pas très vrai. Moi, j'ai découvert un appareil qui permet aux personnes handy ou malades de faire du sexe avec plus de facilité, qui s'appelle le Handy Lover. Ouais. Et alors, moi, j'ai pu le voir et tester, bon, pas en vrai, mais voir comment il est fait, l'objet, et c'est vraiment malin. Et du coup, ça fait une genre de petite plateforme en coussin, donc c'est hyper confort et tout. Et tu peux glisser dessus, donc en fait, il peut y avoir une personne qui bouge totalement le corps de l'autre personne, qui a plus à bouger. Des patins en roulette. C'est comme si c'était sur un skate, tu vois, un peu dans l'idée. Les deux passions dans la vie. Et ça reste, c'est très cher, on y revient encore sur l'accessibilité, c'est que ça reste hyper cher comme accessoire. Donc c'est pas accessible à tout le monde, mais apparemment c'est en cours pour que ça soit en partie remboursé et tout.
Mais il faut se motiver à faire ça en do it yourself. Je suis sûr qu'on met 2-3 personnes un peu motivées. Mais là, c'est l'aspect sécurité et tout qui est travaillé par l'entreprise. Et je me souviens avoir échangé un petit peu avec le créateur de cet appareil qui disait qu'il avait vraiment travaillé la stabilité pour que, à la fois sur un matelas ou sur une surface dure, tu prennes pas le risque de te casser quelque chose. Surtout que si c'est déjà des personnes à mobilité réduite, et ben, faut pas les casser. C'est des gens fragiles, peut-être. Ouais. Et du coup, bah voilà, c'est assez sécurisé. Il y a un système pour pouvoir le sangler à ton lit, si tu veux. Enfin, il y a plein de choses possibles. Et en même temps, pouvoir le ranger chez toi. Et c'est une super bonne alternative. Sage 24, ça devient pas très pratique. Après, faut toujours un peu se méfier de ces trucs-là, parce que déjà, oui, ça coûte toujours extrêmement cher, mais il y a ce truc où régulièrement les gens réinventent ce qui a déjà été inventé. C'est assez effrayant, notamment par rapport à plein de matériel adaptatif. C'est hyper flagrant. Il y a quelque chose comme 2 ans, il y a le sujet de l'accessibilité des jeux vidéo qui était vraiment beaucoup sur le devant de la scène, et il y avait et je me souviens de ce mec qui travaillait beaucoup sur l'accessibilité. Pour le coup, il était valide, mais il avait beaucoup d'expérience de gens qui travaillaient sur l'accessibilité, et le nombre de fois où il y a des gens dans des écoles d'ingénieurs ou des trucs comme ça qui inventent des trucs qui existent déjà. Inventer l'eau chaude. Voilà, ou des gens qui, je sais pas, ils pensent qu'ils vont révolutionner les fauteuils roulants, ils savent même pas ce qui existe comme fauteuil roulant. Oui, puis ce dont on a besoin aussi, tu vois. Voilà. Les fauteuils, genre, tu sais, les gens qui sont, je fais ma prochaine vidéo sur le sujet. Mais genre, tiens, waouh, on a trouvé un truc pour les personnes handicapées puis se mettre debout. Bah, pardon, mais en fait, si j'ai un fauteuil, c'est justement parce qu'être debout, ça fait mal, donc genre, j'ai pas envie d'un fauteuil qui me mette debout, tu vois. Et genre, il y a des gens pour qui c'est utile, mais tu vois, il y a plein de mecs qui sont en mode, waouh, si vous êtes debout, c'est forcément mieux. Genre, bah, non, c'est pour ça que je suis assis. Waouh! Voilà, et tout peut pas être résolu par les exosquelettes, et voilà. Franchement, vous préférez payer des exosquelettes alors que vous pourriez juste mettre des rampes, ça coûte 10 fois moins cher et c'est vachement plus confortable. Genre, moi, à chaque fois que je vois des vidéos de gens qui utilisent des exosquelettes, je suis genre, mais arrêtez de faire ça, enfin, vous vous faites du mal, ça se voit que genre, vous iriez beaucoup plus vite à roulette, tu vois. Déjà, ils sont là, genre, je marche, c'était mon objectif pour être valide. Et le gars, il est là, genre, putain, tu dis, déjà, il va jamais monter un escalier comme ça, tu vois, je dirais, si c'est pour faire du plat, prends un fauteuil et arrête de péter les couilles, tu vois, genre, je sais pas, genre, à un moment, enfin, bref, je sais pas, ça m'énerve, mais c'est sûrement mais oui, ça. Mais il y avait ce truc, un jour, j'ai vu ce reportage sur, je sais pas, France 2 ou TF1, et ça m'a juste foutu en rogne. C'était, oh là là, ce programme qui permet de faire repousser les nerfs des personnes qui ont des blessures de la colonne vertébrale, et oh mon dieu, maintenant ils peuvent marcher lentement avec un rollator s'ils ont un stimulateur en même temps, et mon père était genre, oh là là, c'est vraiment émouvant, c'est vraiment le progrès. Il y a des gens qui... intérêt de marcher lentement debout alors que tu peux avoir un fauteuil, genre. Qui disaient, oh là là, il y a des gens qui rêvent de mettre un pied devant l'autre, et j'étais genre, je suis là, je suis dans mon fauteuil, et je te dis, ce mec ne va pas devenir juste valide, il va être comme moi, il va être debout parfois, et il va quand même rester en fauteuil la plupart du temps. Ils ont besoin d'un rollator pour marcher. C'est pas la révolution, quoi. Puis en plus, il va pas devenir valide. C'est inutile parce que des fois, genre, c'est pratique de pouvoir genre se lever de temps en temps et faire 3 pas, tu vois, genre ça peut changer la vie, mais juste ça te rendra pas valide à un moment, genre. Voilà, mais non, t'es debout, c'est forcément mieux. Alors genre, que non. Non, si être debout, c'est pas ouf. Quand je suis assis, on se rend pas compte que je suis 1m50, c'est déjà. Ah oui, elle disait oui, j'ai l'impression d'avoir déjà vu cette vidéo, c'est parce que je l'ai montée dans son lit hier. Pas Lisa, la vie, c'était pas clair comme ça. De toute façon, on devait raccrocher le sexo. Donc, non, mais pour rebondir là-dessus, c'est vrai que réinventer l'eau chaude, ça sert à rien, et ça montre que c'est vraiment juste de la masturbation d'ingénieur. Voilà. Et mais ça montre au moins qu'il y a un intérêt pour la sexualité des personnes handies, et ça je trouve ça alors peut-être qu'on devrait ne pas s'y intéresser dans ce cas-là. Non, mais j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Tout le temps les personnes handies. Vas-y, que ça lance des verres d'eau sur les micros. Ouais, c'était beaucoup d'enthousiasme, je suis j'ai un plaid. C'est pas grave, je vais le laver ce soir. Ok. Il est déjà mouillé, c'est bon, tu peux frotter maintenant. Non, c'est pas tombé dans la prise, donc bon. Donc, il y a une obsession extrêmement malsaine pour la sexualité des personnes handicapées. Arrêtez de faire ça.
dis c'est ça de la parce- fétichisation, c'est sûr. Pas que de la fétichisation, mais aussi tout le truc autour des assistants sexuels, alors que genre, c'est des travailleurs du sexe, vous pouvez les appeler des travailleurs du sexe, c'est pas soudainement plus beau ou plus pur parce que c'est des personnes handicapées. Et autant, je sais pas, avoir le fait qu'il y ait du travail du sexe dans la société, c'est pas une mauvaise chose à partir du moment où ils sont bien traités, où ils sont en position, ils sont en position de pas avoir de rapport non consenti, enfin. Et qu'ils cotisent. Oui, pour leur retraite. Pour la quoi? Le truc qui doit Voilà, vivre mais dans genre- ce moment, ouais. Mais genre, à un moment, arrêtez de faire genre, oui, ils peuvent avoir une sexualité, c'est tellement important Tu sais, pour eux. j'ai l'impression qu'il y a soit les gens qui pensent que genre on fait pas du cul, soit les gens qui pensent que genre Il faut leur donner on du voudrait cul. faire du cul mais on n'a pas les moyens, genre on se démerde, ne vous inquiétez pas, tu vois, genre on n'a pas besoin de genre qu'on forme des gens spécialement pour venir nous faire du cul à domicile ou genre et je dis pas qu'il faut pas y avoir genre des sex toys plus adaptés ou genre le truc dont tu parlais, enfin je sais pas si celui-là précisément est pertinent ou pas, mais genre je pense qu'il y a des trucs à faire. Mais en fait, comme pour les autres culs, en fait, c'est-à-dire que, en fait, les personnes valides, en fait, les sextoys, elles n'ont pas, genre, besoin pour faire du cul, mais ça permet de faire des choses plus variées, d'avoir potentiellement plus de plaisir, machin et tout, et pour les personnes handicapées, c'est pareil, genre, on peut toutes faire des trucs, genre, faire des trucs, tout seul, avec des partenaires qui sont pas, genre, formés pour faire du cul avec des handicapés, ou qui sont pas forcément travailleuses du sexe, et ou sans sextoys, et effectivement il y a des trucs qu'on peut pas faire sans sextoys de la même manière qu'il y a des personnes valides qui a des trucs qu'elles peuvent pas faire sans sextoys, je sais pas, elles ont pas Je trouve ça normal que autant les valides que les personnes handi aient le choix. Oui, du non, coup, mais d'avoir ça, la possibilité. pour moi, c'est pas de dire que genre il faudrait pas faire des trucs pour les personnes handicapées, la sexualité, mais c'est que souvent c'est approché en mode personne ne fait rien et genre moi je vais apporter une solution pour que les personnes handicapées elles puissent faire du cul. Oui, c'est pas de la Plutôt que genre je vais faire des sextoys et ça leur permettra de faire des trucs qui sont rigolos, tu vois. Enfin, c'est pas la même approche, c'est-à-dire que il y a un côté un peu misérabiliste. Ouais, et oui, genre, voilà, quand quelqu'un fait des sextoys pour des personnes genre valides ou genre des personnes tout court quoi, il se dit pas genre grâce à mon sextoys les gens vont réussir à faire du sexe, tu vois. Il se dit genre on va pouvoir faire telle chose avec ces sextoys, alors qu'avec les personnes handicapées il y a un peu genre grâce à cette machine enfin vous allez avoir une vie sexuelle. Et tu vois, et souvent c'est dans cette optique de genre donner une vie sexuelle aux gens et pas juste de genre proposer des objets qui permettent de faire du cul et c'est sympa, tu vois. Et du coup, c'est pas du tout la même optique. De la même manière que c'est intéressant de faire des fauteuils qui fonctionnent mieux, qui ont des fonctionnalités autres et tout. Mais si c'est dans l'optique de genre, yes, grâce à mon invention, et ben maintenant, genre, ça va bouleverser leur vie et genre, ça va, tu sais, genre, nos fauteuils ils marchent déjà. Hein. Ouais, moyen. Est-ce que je peux parler de l'arnaque des fauteuils électriques ou non, mais est-ce je que veux dire, si on avait les financements pour acheter des Ouais. fauteuils de qualité, il y a des trucs qui fonctionnent, tu vois. Genre, ils sont pas forcément accessibles financièrement, Ouais. mais il y a des trucs qui sont Beaucoup de choses à dire dessus. qui sont genre cool, tu vois. On n'a pas besoin, enfin, genre, actuellement, j'ai pas l'impression qu'on soit genre en pénurie des fauteuils qui fonctionnent en dehors de l'aspect financier. Enfin, sur un certain nombre. Enfin, ça dépend des problèmes et tout, tu vois, mais genre, il y a quand même un certain nombre de choses qui marchent, quoi, déjà. Voilà. Plus que ce que pensent les valides, quoi, c'est plus ça que je veux dire. Voilà, mais. Genre, il manque des trucs, mais genre, globalement, on a quand même déjà des choses qui fonctionnent, alors que les valides s'imaginent vraiment que, genre, on rampe au sol, ou je sais pas, tu vois, genre. Voilà, et arrêtez d'essayer de faire des fauteuils de pharmacie en titane avec tablette intégrée. Je vous assure que tout ça, ça existe déjà en mieux. Et aussi mettez des rampes. Vous n'avez pas besoin d'inventer millions de fauteuils Montescalier qui mettez des rampes. Ça profite à tout le monde. J'avais vu aussi passer comme la meilleure idée du monde. Je sais plus ce que c'était exactement, un espèce de d'escalator spécial. Ah non, c'était un fauteuil qui montait les escaliers. Ouais, il y en a plein, plein de gens. Genre, je sais pas, foutez un escalator. Ouais. Pourquoi Avant, moi j'ai une question. Pourquoi est-ce que les escalators ils ont pas genre des marches qui sont plus larges et tu peux juste monter un fauteuil dessus? Je sais pas. Moi, je m'entends régulièrement sur les escalators en fauteuil. C'est pas un cascadeur du fauteuil, quoi. C'est vrai. C'est vrai. Je fais toujours très peur aux valides 10 fois par jour. J'imagine que peut-être pour genre enrouler le truc, il faut que les sections soient plus petites, mais tu pourrais. Mais oui, si c'était juste plus large et plus long, on pourrait juste se mettre sur une petite plateforme et descendre. Enfin, je veux dire, peut-être qu'il suffit pas genre de mettre exactement le même mécanisme et de faire un truc plus large, mais genre, je veux dire, on est quand même en 2020, doit y avoir moyen de faire des escalators avec des marches un peu larges, tu vois, c'est quand même pas le bout du monde comme demande, on va dans l'espace, tu vois, genre. Il y a vraiment ce truc comme quoi notre temps est pas important, tu sais. De prendre les transports adaptés en Paris, ça prend 2 fois plus de temps et ça coûte plus cher parce que tu es obligé de prendre le RER dans X zone au lieu du métro qui est tout le temps le même prix. C'est tellement comme truc de genre à chaque fois que tu changes, genre si tu sors du métro, du coup tu dois payer un ticket. Genre moi je suis là en mode est-ce que je marche 1 kilomètre ou est-ce que je repaye un deuxième ticket pour prendre le bus entre le métro et chez moi, tu vois, genre.
Bah, je sais pas, c'est genre, laissez-moi prendre le bus. Voilà, et tout ce truc de oh, vous pouvez prendre le RER, on vous met la petite rampe, mais il faut demander 30 minutes à l'avance, et si vous voulez être sûr qu'il y a quelqu'un de disponible, il faut le demander 48 heures avant, et cool, je veux aussi sortir de chez moi de manière spontanée. T'imagines, tu dis, ah, je vais acheter du pain. Ah bah non, ce sera dans 3 jours. Tant pis, oups. Il y a aussi eu des scandales comme ça pour les assistances dans les transports en avion et tout. Des gens qui ont été oubliés dans des coins d'aéroport. La SNCF, ça arrive tout le temps. Ouais. Le pire, je crois, au niveau horrible. Niveau avion, c'est la quantité de fauteuils détruits par an. J'ai attendu une fois 4 heures allongé dans un aéroport, juste par terre, parce qu'il n'y avait pas de fauteuil disponible. Cool. Vraiment une bonne expérience de vie. Ils avaient mal noté en fait que j'avais besoin d'un fauteuil à la sortie, et voilà, j'avais pas de fauteuil disponible. Formidable. On l'attendrait. Voilà, les gens sont juste pas formés pour. Les gens comprennent pas comment les fauteuils ça fonctionne. Ils connaissent pas les parties fragiles. Ils les utilisent n'importe comment. Ils transportent des fauteuils électriques